Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue sur Pan-African Media Télévision, votre chaîne panafricaine. Bienvenue à ce rendez-vous du samedi. Il s'agit bien sûr de l'échiquier mondial. Alors, au programme aujourd'hui, si vous voulez, la table est bien chargée. Au menu déjà, nous parlerons de M. Armel Sayo. Le nom vous dit quelque chose. Vous en saurez davantage dans le cadre, effectivement, de ce magnifique repas auquel je vous invite. Et puis, nous ferons un tour de côté de Moscou. De ce côté-là, depuis quelques jours, il est bel et bien sur place, en place, et il travaille dur comme fer. Il s'agit du président Faustin Archange Touadéra, le mathématicien de Bangui, qui a donc eu l'honneur de donner une conférence en mathématiques, pas en République centrafricaine, même pas dans un pays africain, mais du côté de Moscou. Et puis nous allons sortir avec une autre actualité. Certaines personnes ont certainement entendu parler il y a plusieurs années de cela, de ce qu'on appelle l'opération Chibok. Derrière l'opération Chibok, il s'est caché tellement de choses. Alors nous en parlons dans le cadre de cette édition de l'échiquier mondial. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pour une Afrique souveraine et unie, comme l'a si bien dit, cette magnifique voix. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Pan-African Media, la chaîne panafricaine, Pan-African Media Télévision. Nous faisons ainsi le tour de l'actualité africaine, que ce soit sur le continent et même parfois au-delà du continent. Ils sont là sur ce plateau et nous attendons encore l'arrivée ici du docteur Dalvaris Goudjou, économiste, qui va nous rejoindre dans un petit moment. Mais docteur Essoussa est déjà là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Linda, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Nous voulons ici adresser un tout particulier bonsoir à l'Afrique et bonsoir un particulier au directoire de cette noble télé. C'est pour nous toujours un réel plaisir que de nous retrouver sur ce plateau pour apporter, n'est-ce pas, à tous ceux, n'est-ce pas, qui sont soucieux du devenir de l'Afrique, quelques éclairages en vue, n'est-ce pas, de changer la mentalité ou les mentalités dans lesquelles nous avons été obombrés par l'Occident en général, en particulier la France, depuis plusieurs décennies. Car notre devoir, il est noble, notre devoir est de sortir l'Afrique de cocon, de sortir l'Afrique, n'est-ce pas, de son embrigadement et de permettre à ce que cette Afrique retrouve ses lettres de noblesse, que cette Afrique libère entièrement, comme on a coutume de le dire, ses énergies. Et ce sont ces énergies qui la permettront bien sûr, n'est-ce pas, comment je dire, d'atteindre, n'est-ce pas, le meilleur de soi, car l'Afrique le mérite parce qu'elle est aujourd'hui. L'Afrique mérite mieux que ce qu'elle est aujourd'hui, car sa situation actuelle ne dépend pas d'elle, mais elle dépend de certaines personnes tapies dans l'ombre, appelées la France, appelées l'Occident, appelées les métropoles, qui ont décidé de faire de l'Afrique la dernière, pourtant la première. Donc, nous sommes très reconnaissants pour toute la sympathie dont vous nous témoignez tous les jours, et nous ne saurions vous donner si ce n'est que par ces sacrifices, en apportant le meilleur de nous-mêmes. Merci à vous, docteur Essoussé, on va le dire, pour cette, j'ai envie de dire, en français simple, de comme vous dirons, la Talakoufé, à l'endroit de notre magnifique continent, l'Afrique. Il est là, monsieur Ndessimo. Bienvenue, vous venez de très loin. Merci beaucoup, madame Lydie. Je suis venu en retard justement parce que j'ai fait un voyage incroyable. Vraiment, je n'ai jamais fait un tel voyage. Je voulais aussi remercier sincèrement le PDG de Bocom qui m'a invité à Kribi. Et à l'occasion, j'ai rencontré un très grand monsieur, monsieur Patrick Mélon, le DG de Port Autonome de Kribi. Je peux vous assurer que je n'ai jamais vu un tel événement. Un monsieur qui, depuis 14 ans, a investi 80 milliards dans un village. 80 milliards. Et il a mis la population à l'aise. Madame, vous ne croirez pas, mais je pense qu'à la prochaine occasion, parce qu'il y a encore plein d'événements qui vont se passer là-bas, peut-être dans 4 mois, ils vont inaugurer la première partie de l'usine qui va transformer le fer. Vous ne pouvez pas imaginer
Et quand j'ai rencontré le DG du port de Kribi, un très grand monsieur, Madame Dédi, j'avoue que je connais plein de gens, mais ce monsieur m'a épaté. Parce que non seulement il vient, pendant l'interview, quand je vois son projet pour le port de Kribi et le projet de Geston, qui est la compagnie de fer de monsieur, de mon frère, mon ami Boye, mais un projet extrêmement grandiose, qui va employer plus de 5000 personnes en direct. Et le monsieur est en train d'envisager une université à Kribi pour pouvoir former les enfants. Non, ça dit j'étais épaté. Et c'est lui ici de féliciter mon frère et ami le PDG et le directeur du port. Parce que ces gens m'ont épaté. Il était là avec une délégation du port autonome de Kribi. Mais ça dit, non, je n'en reviens pas. Je rêve. Parce que si des gens comme ça étaient partout en Afrique dans ces sociétés, Madame dit, nous ne serons pas en train d'avoir des problèmes. Ce n'est pas possible. Ce que j'ai vu hier, ce que j'ai assisté hier. Non, ce qui est sûr, la prochaine fois, Panafrican Media sera de la fête. Très bonne nouvelle en tout cas pour toute la grande famille Panafrican Media. Et permettez-moi de saluer tous les panafricanistes, mon frère qui est là parce que j'étais tellement ému que j'ai oublié de passer bonsoir aux techniciens qui grâce à eux on nous voit partout et à tous les panafricanistes du monde entier et à vous particulièrement qui avaient éveillé les Africains de ce qu'aujourd'hui l'Afrique est en train de se mettre debout à cause de vous qui chaque jour faites des sacrifices pour venir nous édifier. Merci beaucoup, Monsieur Simonde. Alors, nous allons poursuivre. Hein. Je ne sais pas si Monsieur Pierre-Cédric Essomba est dans notre compagnie. Alors, nous allons donc retourner ici sur le plateau avec vous, hein, Simonde. Les thématiques, vous n'étiez pas là quand je les présentais. Nous en avons 3 en sujet d'accueil. Par exemple, nous allons parler de Monsieur Armel Sayo. Armel Sayo, c'est ce centrafricain qui a donc été accusé, c'est l'accuseur, on sait ça, l'accusateur ou l'accuseur, anyway, par Amnesty International qui dénonce une tentative de déstabilisation et d'assassinat sur la personne. De mise en cause, quoi. De mise en cause, voilà, de la personne de Fosta Akash Wadera. C'était entre 2013 et 2014. Alors, Monsieur Sayo, c'était 2013-2014. Et Amnesty, qui nous a habitués très souvent, a plutôt donné des faux rapports dans ce qui se passe sur le continent. Maintenant, décide de faire un jeu comme si Amnesty fait le bon travail. Et c'est une information qui sort lorsque Monsieur le professeur se retrouve à Moscou. Quelle première analyse pouvez-vous en faire? Madame, vous me surprenez. Moi, je n'attends rien d'une structure comme Amnesty. Je dis rien du tout. Ils n'ont jamais été. Attendez, le président Gbagbo a passé des années à La Haye. Le président Gbagbo a passé des années à La Haye. Pour quelle raison? Si aujourd'hui cette structure pose une acte contre un président ou bien pour penser avantager un citoyen centrafricain, moi, ça ne me dit rien du tout parce que je n'ai jamais cru à ce que ces gens font. Ils ne savent pratiquement rien. C'est ici le lieu de dire qu'il faudrait que les Africains mettent en place une structure juridique pour le peuple africain. On n'en a rien à foutre des structures que les gens mettent en place pour nous affaiblir, pour nous anéantir, pour nous mépriser. Et on est là à parler. Moi, j'ai même horreur de parler de ça parce qu'ils me servent à nous. Sincèrement, c'est comme vos histoires de l'ONU et même l'Union africaine. Que les Occidentaux payent. Ce sont eux qui payent les salaires. Il faudrait que les jeunes Africains sachent que c'est la main qui donne, qui ordonne. Et si on va continuer à se laisser instrumentaliser comme ça pendant des années, on ne sera jamais autonome. Il est temps que la fête se lève comme les pays de là sont en train de se lever pour dire non, on en a marre. Et mettre un terme à cette histoire. On n'est plus dépendant de ces petits gens qui ne valent rien, qu'on a soutenus, qu'on a aidés pendant des années. Et ils nous prennent pour des idiots, pour des ouvriers qui peuvent manipuler à la volonté. Non, il faut mettre un terme à cette histoire, Madame Dédi. Je suis désolé. Leur rapport, ça ne me dit rien du tout. Je dis rien. Et si des Africains doivent tenir compte de ce qu'ils peuvent raconter, c'est leur problème. Mais moi, je dis, il n'est pas question de croire à... Même la justice que ces gens-là rendent, pour moi, ça n'existe même pas. Parce que c'est la justice à tête chercheuse. Ça dépend de leurs intérêts. Là où il y a leurs intérêts, ils s'allient. Là où il n'y a pas leurs intérêts, ils se braquent. Donc pour moi, il n'est pas question de parler de lui. Ils ne me servent à rien, je suis désolé. Merci beaucoup à vous, hein, Monsieur Simonde. Avec vous, docteur Essou, c'est quand même surprenant, très surprenant d'ailleurs,
de voir que l'ennemi d'hier qui s'est toujours illustré par la négative dans les histoires qui concernent le continent africain, aujourd'hui se permettent de tenter d'arracher justement la vedette dans cette histoire de tentative de déstabilisation et surtout d'assassinat sur la personne de M. Faustin Archange Touadéra. Alors déjà, ce qu'il faut dire à nos auditeurs, qui est Amnesty International? Parce que nous avons deux types d'ONG, deux types d'organisations. Nous avons des organisations non gouvernementales, nous avons des organisations gouvernementales. Donc, nous avons des organisations, n'est-ce pas, qui sont portées par des gouvernements ou par des États et ont, n'est-ce pas, une emprise mondiale, comme nous avons celles qui sont de droit privé complètement et font ce pourquoi elles ont sollicité faire. Donc Amnesty International est cette organisation non gouvernementale, il faut le dire, de droit privé, n'est-ce pas, qui appartient à un groupe de personnes et qui s'illustre ici comme des défenseurs des droits de l'homme sur la scène mondiale. Mais juste que nous apprécions, c'est-à-dire du fait déjà sur la simple terminologie, une pareille organisation qui veille à l'applicabilité de nos droits. Mais juste que Amnesty International nous a habitués, à un jeu très trouble. Donc c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui en Afrique, vraiment Amnesty pour nous est considéré comme persona non grata. Il est bon pour moi que les États prennent acte du jeu trouble que Amnesty a joué, parce que dans tous les mauvais jeux qu'on a retrouvés en Afrique, on a retrouvé, n'est-ce pas, la marque de cette organisation-là, sous le prétexte des droits de l'homme. Et c'est une organisation qui est toujours comme les chasseurs savent quand on parle de la panthère. Elle est toujours comme la panthère, ou alors certains féroces. Vous savez, il y a des féroces qui n'aiment pas chasser, n'attendent que lorsqu'un autre chasse pour venir s'attirer la vedette. Voilà dans le jeu d'Amnesty. Donc si la moindre personne qui n'a pas de connaissance veut savoir qu'est-ce qu'Amnesty, nous, par cette description, nous lui dirons que c'est une organisation qui n'attend que lorsqu'il y a certains soupçons quelque part, elle apparaît et veut s'arroger un peu la vedette. Et Amnesty s'est habitué au Cameroun, n'est-ce pas, à la matière. Vous savez, avec les histoires du Nord-Ouest, et dans ses rapports, c'est lorsqu'il y a une, entre guillemets, bévue qu'elle fait de la récupération, et dans sa récupération, dénonce un certain nombre de choses qui restent à vérifier. Et c'est un peu ce qui se passe avec l'histoire d'Ahmed Sayo. Ahmed Sayo a commis ces exactions. Il a été pris au Cameroun, c'est un fait. C'est un fait, il a été pris au Cameroun. Mais nous autres, nous sommes de ceux qui pensons que c'est un citoyen d'un État comme la Centrafrique, un État déjà que nous respectons, un État souverain, et un État qui fait la fierté de l'Afrique aujourd'hui. Alors il revient aux autorités centrafricaines de s'approprier du dossier et de voir clair s'il est avéré, parce que ce citoyen joue encore pour le moment de la présomption d'innocence. S'il est avéré que tous les faits qui lui sont reprochés, n'est-ce pas, sont vérifiés et vérifiables, alors il purgera sa peine. S'il n'est pas avéré, nous refusons l'ingérence de quiconque dans les affaires de l'Afrique, parce que personne n'a à dicter à l'Afrique ce qu'elle doit faire, car l'Afrique est mature aujourd'hui. Et une personne mature qui assure sa majorité et sa maturité n'a pas besoin de l'ingérence d'un quelconque voisin, encore que Amnesty n'est même pas voisin. Ce n'est pas un État pour dire que c'est un voisin. C'est juste un bandit, un rapace qui fait le jeu, n'est-ce pas, de certains États qui ont décidé de nuire et de perturber à la tranquillité de l'Afrique aujourd'hui. Et ça, nous refusons ce jeu d'Amnesty. Parce que on parle de 2013 à 2014, on n'a jamais vu. Et là, quand vous nous avez fait part des dossiers sur lesquels nous devrions nous attarder aujourd'hui, j'ai essayé un peu de faire des recherches sur les rapports d'Amnesty. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas un rapport d'Amnesty datant de ces années, c'est 2013-2014, où ces rapports incriminent ce dernier de telles exactions. Il n'y en a pas. Mais subitement, quand il est pris, Amnesty est la première organisation à publier cela
Et non seulement à publier cela, mais à vouloir, comment je vais dire, s'inviter sur la scène pour s'arroger la gloire, comme si c'est elle qui a concouru à ce que ce dernier soit pris. Pourtant, c'est un grand mensonge. Un très grand mensonge. Et dessus quoi? Amnesty le fait expressément lorsque le président Touadéra n'est pas en Centrafrique. Mais il faut qu'un temps soit peu que ces histoires s'arrêtent. Moi, je voudrais en toute humilité exhorter notre ministre de l'administration territoriale qui déjà a pris le taureau par les cornes pour certaines organisations, de voir dans quelle mesure il doit s'intéresser au dossier Amnesty, et que des organisations comme celle-là qui rament à contre-courant contre la souveraineté des États, n'est-ce pas, ces organisations soient purement éradiquées de nos États. Nous ne serons pas les seuls. Nous connaissons des États qui ont carrément empêché Amnesty International d'évoluer ou alors d'exercer sur leur territoire. Nous ne serons pas les seuls. Donc, si ceux de l'AES l'ont fait, nous n'allons... Déjà que Amnesty ne nous a jamais fait de bien. Moi, je ne sais pas s'il y a une fois Amnesty nous a fait de bien. Elle a contribué simplement à faire des rapports mensongers sur nous. Et voilà qu'elle s'invite dans le cadre d'une histoire diplomatique qui intéresse deux nations. C'est-à-dire ce dernier se retrouve au Cameroun, et c'est au Cameroun qu'on a fait. Je pense qu'il y a toute la législation en vigueur entre les deux États, comment pour gérer ce type de situation. Et ce n'est pas la première fois. Vous vous souvenez qu'il y a une première fois, il y a un ancien rebelle, un colonel que nous avions pris ici à Douala, qui avait été simplement remis à son... Pourquoi Amnesty s'invite? Nous n'avons pas besoin. C'est-à-dire que même si arrivé que c'est qu'Amnesty nous dit vrai, nous refuse sa vérité. Parce que nous croyons que nous avons des instances juridictionnelles capables de nous dire la vérité et nous donner la vérité au moindre détail et en temps réel. Car celle qui vient d'Amnesty n'est que le jeu trouble pour s'aimer la zizanie. Alors merci beaucoup à vous, docteur Essoussé. Je pense qu'il est également là. Hein. Il s'agit bien sûr du professeur Pierre-Cédric Essomba. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir au docteur, bonsoir Moro Patriassimo, bonsoir à tous les téléspectateurs de cette émission qui fait la fierté de notre pays. Je suis honoré une fois de plus d'être sur votre... D'accord, un petit détail, bien vouloir retourner votre téléphone s'il vous plaît. Changez la position du téléphone. C'est fait? Oui. Je pense que c'est bon là. D'accord. En attendant, voilà, c'est bon maintenant. Merci, hein, ça fait vraiment longtemps. J'ai pratiquement, je vais le dire, hein, couru derrière vous. J'ai dragué jusqu'à épuisement. Alors, c'est un plaisir de vous savoir parmi nous, Monsieur Pierre-Cédric Essomba. Hein, ce sont les valeurs du futur. Même après les élections, je sais que je saurais compter sur vous, que ce soit sur vous, hein, docteur Essoussé, et plus encore sur monsieur Cédric Essomba. Alors, monsieur Simo, je viens à vous. Vous avez voulu enfin, dire quelque chose sur cette histoire de Armel Sayo? Oui, tout à fait. Par rapport à Amnesty, dont on parle, moi je suis surpris qu'Amnesty voit la vérité aujourd'hui, une vérité qu'ils n'ont pas vue hier. Le cas de Kadhafi, ils n'ont pas vu, ils étaient aveugles. La RDC est en train de suivre des trucs avec le M23. Amnesty est aveugle. Et le Boko Haram, qui sème le trou partout. Amnesty ne voit rien du tout. On a tué des gens partout. En Côte d'Ivoire, on a eu des problèmes. On a tué plus de 3000 Ivoiriens. Amnesty n'a jamais rien vu. Curieusement, Amnesty se lève un matin pour parler d'un problème d'un individu parce que le président Touadéra est en train de rentrer en contact avec la Russie pour se protéger, pour avoir la sécurité totale. Maintenant, comme ça ne rentre pas dans leur projet, ils se réveillent et trouvent que non, il y a quelqu'un à qui on devait faire de l'enquête, machin. Non, il faut arrêter ce cinéma. L'Afrique est fatiguée. On les envoie, qu'ils aillent se faire foutre, on en a marre d'eux. L'Afrique est assez mature pour pouvoir savoir gérer ces problèmes. On n'a plus besoin de tuteurs. Ils n'ont qu'à faire des tuteurs avec Macron ou Macron, qui passe tout son temps à insulter les Africains. Eux, ils ne disent rien. Ça ne leur pose aucun problème parce que ça n'a pas dans leur cadre. Alors, cette justice à tête chercheuse, j'en ai rien à foutre. Qu'ils aillent se faire foutre. Et qu'ils foutent la peur en Afrique parce que désormais les Africains sont déterminés à les emmerder partout où ils sont. Et on n'est pas à descendre dans la rue.
Ce que je voulais dire pour compléter ce que le docteur a dit. D'accord. Avec vous, hein, monsieur Pierre-Cédric Essomba, je vais vous prendre à chaud. Pour la petite histoire, c'est qui Ahmed Sayo? C'est pas un Camerounais, c'est un Africain. C'est le voisin. Il nous vient de la République centrafricaine. C'est un nom qui revient. Il a tambouriné entre 2013 et 2014. À cette époque-là, alors, il avait été soupçonné d'une tentative d'assassinat sur le président Faustin Archange Touadéra et bien évidemment créer le trouble dans ce pays de l'Afrique centrale. Alors, il avait alors élaboré un plan de déstabilisation assez complexe avec effectivement, on va le dire, le soutien de la France. Et pour rebondissement, pourquoi lui aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que il s'apprêtait à quitter le continent africain pour se rendre en France. Alors, il a été happé, tel justement un lézard qui happe une mouche. Qu'est-ce qu'on peut comprendre dans cette manigance? Encore la France et encore la France. Et l'information, en fait, ce que je déplore, c'est le fait que les Blancs font tout pour mêler le Cameroun. Le Cameroun, aujourd'hui, il faut le dire, qui joue un rôle assez important de stabilisation et de paix dans la sous-région. Parce qu'ils nous font savoir que, oui, il était caché chez ses beaux-parents qui sont des Camerounais. Non, en réalité, nous assistons là justement à des stratagèmes menés par la France. Je suis d'accord avec le docteur qui a eu à développer sur la typologie et même la nature des organisations internationales. Il faudrait savoir que ces organisations internationales, de manière simple, sont à la solde justement des grandes puissances. En réalité, ce sont des instruments des puissances qui se traduisent justement au niveau des pays africains. Elles sont à la solde des pays puissants qui, de par des rapports et des intimidations au niveau des États sur la scène internationale, parce qu'il faudrait dire que les organisations non gouvernementales, autant pour moi, font partie des entités non étatiques qui agissent justement au niveau de la scène internationale. Ça fait partie des acteurs de la scène internationale, mais ces acteurs sont imbibés justement de cette puissance, cette volonté de domination des grandes puissances sur les pays africains. Pour le cas de Amnesty International, nous voyons très bien, avant même Amnesty, je pense pendant la guerre du Biafra de 1964 à 1969, on a attrapé justement dans un convoi de la Croix-Rouge des munitions, même des armes qui étaient destinées justement à des rebelles qui animaient cette rébellion. Donc ça vous montre de quelle est la nature réelle justement de ces organisations non gouvernementales qui, dans les États sérieux, devraient faire l'objet d'une enquête approfondie en ce qui concerne les sources de financement, en ce qui concerne le mode de fonctionnement, en ce qui concerne même les objectifs de ces différentes organisations. Et cela rejoint, à juste titre, la dernière actualité au Cameroun avec le ministre de l'administration territoriale qui a justement, en tant que ministère de tutelle, cette autorité a voulu voir clair en ce qui concerne un certain nombre d'organisations, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a une complicité de ces organisations et une certaine ingérence de ces organisations dans des conflits, qui animent des conflits, qui participent de manière sous la direction, bien sous le nom de l'aide humanitaire, bien des aides apportées aux sinistrés, alors qu'en réalité, leur mode opératoire consiste justement à animer ces conflits. Et vous allez donc constater que ce ne sont que ces instruments-là qui permettent un meilleur redéploiement justement des grandes puissances. D'accord. Bien, ce qui se passe en Centrafrique, et puis les indépendances, lorsqu'on essaie un peu de visiter la trajectoire sociopolitique de ces pays, vous allez voir des déstabilisations en déstabilisation où la France chargeait d'acteurs, et des acteurs qui n'étaient pas à la solde de ses intérêts, tout simplement. Votre question trouve toute sa pertinence sur le fait que quelle est l'opportunité de cette arrestation. Est-ce que Amnesty International, c'est maintenant qu'elle se rend compte que cet individu aurait été impliqué sur des crimes de guerre, encore moins que ce sont eux qui ont un vocabulaire, une sémantique autant que je voulais dire, une sémantique adaptée justement à leur vision du monde. C'est pourquoi cette opportunité, c'est juste pour animer la galerie et
aussi parce que le monsieur en question ne joue plus le rôle qui lui a été attribué, c'est-à-dire être un acteur sur le plan local pour pouvoir mener ce plan de déstabilisation, et que le contexte a changé avec la multipolarité qui donne une certaine oxygénation justement des pays africains quant à ce qui est lié au choix stratégique, au choix de développement. Et la France n'a plus assez de marge de manœuvre en ce qui concerne le diktat sur les orientations stratégiques et même géopolitiques des pays de son précaré, entre guillemets. Ça fait en sorte que la France joue les dernières cartes, ces dernières cartes en ce qui concerne justement ces caisses de résonance. Il faudrait savoir que ces organisations non gouvernementales sont pour la plupart à la solde de la puissance, à la solde justement de ces grandes puissances. Donc en réalité, le citoyen aurait été interpellé au Cameroun. L'État centrafricain est un État de droit. Je pense qu'il y a un ensemble d'accords dans le cadre bilatéral. On peut extrader cet individu afin qu'il puisse répondre de ses actes. Mais moi, je trouve ça que c'est un jeu trouble. L'opportunité de cette arrestation n'a pas, à mon sens, une certaine pertinence. Je vois que c'est un jeu où la France voudrait faire bonne figure, essayer de voir que il y a une certaine neutralité, même Amnesty International qui existerait une certaine neutralité en ce qui concerne leur fonctionnement. Mais en réalité, on connaît leur vraie nature. D'accord. Alors avec vous, docteur Essoussé, nous allons encore peut-être prendre 5 à 10 minutes sur ce sujet d'accueil, parce que j'ai rappelé que nous avons 2 thématiques principales. Ce que je voudrais quand même énoncer ici, avec votre permission, c'est que les informations à notre disposition font état de ce que Armel Sayo avait alors élaboré, ce plan de déstabilisation plutôt complexe, parce que ça n'a pas marché. Nous sommes en 2012-2013, d'où la complexité. Et donc, il revient aujourd'hui. Pourquoi l'interpeller le 17 janvier 2025? Beaucoup d'eau a coulé sous le pont, ça c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Parce que nous savons, il y a eu un référendum, il y a eu la réélection du président Faustin Archange Touadéra. Ça veut dire que le plan qui était mis en jeu n'a pas fonctionné. Alors, ça, il sort d'où? Pourquoi depuis on n'entendait pas parler de lui? Il sort d'où, le monsieur? Alors, il faut déjà dire que l'arrestation de ce dernier, présentement, n'est pas anodin. Comment c'est pas anodin, ça a un rôle, un but bien précis. Et vous faites bien de le rappeler que c'est quelqu'un qui court et qui est accusé depuis les années 2012 jusqu'à 2014 par là. Je pense que c'est entre pendant les troubles de départ de Bozizé et la venue de l'autre, de Touadéra et autres avant Touadéra. C'est où les faits qui lui sont reprochés sont évoqués, ou alors datent de cette période-là. Et il se passe que M. Sayo ne s'est pas caché au sens propre du terme. On pouvait bien le retrouver. Mais s'il il arrive qu'on le prenne aujourd'hui, il faut dire que c'est très important. C'est très important parce que à l'heure où nous parlons, la Centrafrique est en train de jouer d'une certaine stabilité. Mais non seulement la Centrafrique fait preuve d'une certaine stabilité avec un certain nombre d'accords. Vous savez où se trouve ces jours-ci le président centrafricain. Vous savez naturellement que ce dernier est en Russie et a signé un certain nombre d'accords, voire même des accords sécuritaires. Mais qu'on nous dise aujourd'hui par la magie de la fouille, de la recherche, que ce monsieur a été pris avec un passeport français, il faut déjà le savoir, avec un passeport français, et qu'il s'apprêtait à quitter du Cameroun pour regagner certainement son pays, n'est-ce pas, d'accueil. Mais attention, Linda, rien n'est fait pour rien dans ce cadre-là. Si ce monsieur s'apprêtait à quitter avec un passeport français, je pense que présentement, il est avéré que ce monsieur est très dangereux pour la stabilité dont le président Touadéra est en train de prôner en Centrafrique. Et vous n'oubliez pas un certain nombre de faits, n'est-ce pas, qui ont été relevés, un certain nombre de plans audits dans l'ombre qui ont été relevés déjà par certains présidents
n'est-ce pas, des États de l'Alliance du Sahel, et la Centrafrique qui est dans une zone carrefour aussi, qui fait preuve d'une certaine instabilité, parlant de cette rébellion terroriste et consorts. Il est de bon ton, donc tout ce pouvant mettre en mal la stabilité de la Centrafrique soit mis à l'étreint. Et je pense que c'est ce pourquoi aujourd'hui la Centrafrique, ayant un certain nombre de faits, ayant un certain nombre de renseignements sur ce pouvant mettre, parce que quand vous voyez tout ce qu'on a relevé comme plan, on dit que ce monsieur a tapis dans l'ombre. Et quand vous dites qu'il y a eu des costauds financements pour financer ces rébellions et dont il était la passerelle, il y a même déjà eu formation des hommes qui devaient rebondir en surface. Imaginez-vous si on parle de la période de 2012 à 2014. Entre 2014 et 2020, vous voyez donc qu'ils ont eu pratiquement le temps de se préparer. Beaucoup de choses ont été faites, beaucoup d'argent, n'est-ce pas, des financements ont coulé. Et ce n'est pas aujourd'hui que la Centrafrique estime qu'il faut vivre la stabilité, il faut respirer, n'est-ce pas, l'air pur, et qu'on pense qu'il y a encore ces gens pouvant porter atteinte à cette stabilité-là dehors, qui se baladent, et peu importe petit qu'ils soient, mais leurs soutiens ne sont pas de nature à rester les bras croisés. Les soutiens, on vous a dit, il a une nationalité française, donc ça justifie et ça peut nous permettre de comprendre aisément ceux qui se cachent derrière cette histoire-là. Alors, il fallait mettre ces gars en difficulté. Il fallait mettre en difficulté pour permettre à ce qu'ils ne puissent pas se mouvoir. Parce que un monsieur comme celui-là, qui est à la base, dans les recherches, on trouve que c'est un militaire. Ouais. Qui est un militaire à la base, il faut donc dire qu'il devient dangereux pour la stabilité de ce pays-là. Alors, il fallait le mettre directement hors d'état de nuire. Oui, hors d'état de nuire. Ça, il fallait le faire. Donc, si on a laissé tout ce temps et que maintenant le pays s'est dit nous sommes en train de respirer, les renseignements ont fait leur travail, il faut mettre hors d'état de nuire tout ce pouvant amener, apporter ou bien, n'est-ce pas, créer le désordre en Centrafrique, car les Centrafricains n'en ont plus besoin. Merci beaucoup. Alors avec vous, monsieur Simondé, parlant toujours de ce plan de déstabilisation, ma question va paraître un peu taquine. Alors, je vais le dire, taquine, parce que... On est habitué à taquine. Parce qu'en fait, monsieur Sayo, ça, quand on essaye de faire le décompte, je n'étais pas très forte en mathématiques, mais nous sommes en 2025. 2014, bon, prenons à tout casser 2014, c'est pratiquement une dizaine d'années. 10 ans. Alors, en 10 années, il était où? Il a disparu de la circulation. Il ne s'affichait pas. Et je tiens à rappeler que c'est un ancien ministre de la République centrafricaine. Et les informations nous font savoir que au sein du gouvernement, il a effectivement des alliés qui veulent voir tomber le président Faustin Archange Touadéra. Alors la question, je vais la poser en toute sincérité. En dehors du professeur président, quand nous regardons, c'est pas que je crache sur l'intelligence centrafricaine, mais sur un point de vue stratégique, qui peut? Monsieur Simon, qui peut? Est-ce qu'il y a quelqu'un, sérieusement, quand on regarde la sphère politique centrafricaine? En réalité, Madame Lady, je voudrais vous dire déjà que par rapport à ces problèmes de monsieur Sayo, il faut voir le contexte, le prétexte et les tests qui, aujourd'hui, cherchent à le ramener dans le giron français pour pouvoir déstabiliser. À votre question, j'ai peur de faire admettre à beaucoup de Centrafricains et même à certains Camerounais que jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président centrafricain actuel, c'est le seul qui a réussi à stabiliser la Centrafrique. Qu'on l'aime pas, je ne veux pas rentrer là dans le débat. Je dis, c'est le seul, la preuve. Aujourd'hui, au moment où on parle d'un monsieur qui depuis 10 ans devrait être arrêté, il est à Moscou pour pouvoir continuer à signer des documents de partenariat pour la stabilité de la Centrafrique. Et quand on parle de la Centrafrique, c'est de la sous-région. Parce que quand dans ta maison, la maison du voisin, il y a le feu, le voisin est obligé d'apporter son concours. Donc ce qui fait que quand on voit ce que le président Touadéra est en train de faire aujourd'hui, ils savent que ça va s'impacter sur tous les autres pays africains. Il faut trouver tous les prétextes pour pouvoir affaiblir ce qu'il est en train de faire. Et compte tenu de ce que toutes les bases militaires françaises sont en train de quitter l'Afrique,
Ils sont inquiets. Ils cherchent des raisons évidentes pour pouvoir les ramener, pour tout faire, pour créer des problèmes quelque part, pour qu'on dise, voilà, depuis que les bases françaises ne sont plus là, voilà ce qui se passe dans les pays africains. Ils ont pris le caillou, l'oiseau a vu. Et je voudrais ici attirer l'attention. Il y a un proverbe africain qui dit que quand celui qui ne connaît pas la source d'eau dépendra toujours du vendeur d'eau. Je ne sais pas si... Et il dit, celui qui ne connaît pas la source d'eau dépendra toujours du vendeur d'eau. Ce qui fait que si aujourd'hui, on ne connaît pas ceux qui nous créent les problèmes en Afrique, on va toujours être en train de les chercher et pourtant ils sont à côté de nos pays. Donc il est temps que... C'est ça qu'on appelle la France. Je n'ai rien contre le peuple français. Ce sont les gérants. Parce que pour la simple raison, quand vous êtes dans l'histoire du contexte, dans le précaré français, dans le mot souffrance, il y a le mot France. Je dis bien, dans le mot souffrance, il y a le mot France. Si les Africains veulent sortir de la souffrance, ils vont quitter, détruire tous les accords qu'on avait avec la France. Parce que France, la souffrance. Et dans le précaré, tu es dans le précaré français. Tu vas être que dans la merde en permanence. Écoutez le discours de ce monsieur qu'on appelle Macron. C'est quel discours enfantin, méprisant, insultant contre un peuple africain qui est majeur, qui peut lui enseigner, qui peut le faire manger chaque jour. Parce qu'il ne sait rien pour lui. C'est les Africains qui le nourrissent. Mais ils se lèvent pour les insulter. Et aujourd'hui, ils cherchent toutes les raisons pour pouvoir créer des problèmes dans les pays africains, pour instaurer une guerre, pour prétendre que voilà, depuis que les bases militaires françaises ne sont pas là, voilà, les pays africains ont des problèmes. Ils se trompent. Il n'y aura plus jamais de problème en Afrique. On est déterminé à maintenir la paix dans tous les pays africains sans la présence des bases militaires françaises. Le jour où il y a une base militaire française en Afrique, il faudrait qu'il y ait une base militaire africaine en France. Ça, il n'y a rien à faire. Et pendant la guerre, en France, là-bas, où l'Allemagne avait complètement pris en otage la France, ce sont les Noirs, les Africains qui ont sauvé la France. Mais ils ne le disent jamais. Ils n'ont jamais dédommagé l'Afrique pour cet effort qu'ils ont fait pour libérer la France. La France, lorsqu'elle a été construite par... Il est quand même allé un peu plus loin. Hein. Il n'a même pas reconnu les Africains mutilés, mais bien sûr, des mains découpées. Bien sûr. Sans oublier, je pense ici à Madame Bokassa, qui jusqu'à aujourd'hui est traumatisée, parce qu'elle se faisait violer devant son époux. Bien sûr. Non, ça dit que c'est des gens qui nous racontent n'importe quoi et certains Africains sont prêts à accepter et soutenir les bêtises. Donc c'est le lieu ici d'interpeller tous les Africains qui comprennent que il n'est plus question qu'on accepte la présence des bases militaires françaises en Afrique. Même leur histoire de... Je veux dire, même leur histoire d'ambassade, il faut faire très attention. Parce que c'est de là, des ambassades que partent des gens pour alimenter les rébellions dans les pays africains. Il faut les surveiller sérieusement. Je dis bien sérieusement. On ne peut plus accepter des trucs comme ça. On est fatigué. D'accord. Merci Simone Dech. Avec vous, hein, monsieur Pierre-Cédric Essoba. Une dernière note sur ce sujet d'accueil. Je tiens à le rappeler. En deuxième partie, nous allons rester pratiquement dans le même sillage. Nous allons toujours parler de la République centrafricaine, mais cette fois-là, avec le déplacement du professeur mathématicien, président de la République, Faustin Archange Touadéra. Alors, justement, sur cette question de monsieur Sayo, en attendant que les enquêtes qui ont été ouvertes, je tiens à rappeler, l'heure même a été mentionnée 13 heures. Oui. Heure du Cameroun, heure d'Afrique centrale. Le 17. Alors, c'est quoi ces précisions-là, professeur? C'est pour montrer quoi? Est-ce que c'est pour nous faire croire que sans les services de renseignement du continent, rien ne peut être fait? Parce que récemment, c'est le Tchad qui a bénéficié de ces mêmes services de renseignement. Aujourd'hui, c'est la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en fait, sur cette main tendue que le Cameroun a toujours envers ses frères lorsqu'on parle de zone de libre-échange? Je pense que là, le Cameroun fait quand même beaucoup d'efforts pour... c'est la plaque tournante, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Non, c'est une question qui est tout à fait pertinente. C'est d'autant plus que le Cameroun est leader de l'Afrique centrale. Et c'est une question liée aussi aux politiques de la sous-région. On parle aujourd'hui d'intégration, on ne saurait parler d'intégration sans la sécurité, sans le renseignement. La sécurité est le premier élément qui peut garantir la paix. Et une fois qu'il y a la paix, il y aura la sécurisation, justement la circulation, autant pour moi, des hommes et de leurs biens. Je pense que le Cameroun joue le rôle fondamental en ce qui concerne la stabilisation même de ce pays, qui a connu une série de coups d'État animés par la France, il faut le dire de manière triviale, parce que entre des contradictions socio-culturelles et
Est-ce que nous sommes ensemble? Ok, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Le temps peut-être de prendre une courte transition et revenir pour le premier sujet principal. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant, sachez-le, vous êtes sur Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Le programme, c'est l'échiquier mondial tous les samedis, une fois qu'il est 17h, heure, justement, j'ai envie de dire Ngom Zap. Et nous allons mettre la clé sur le paillasson une fois qu'il sera 19h du côté, effectivement, de Cotonou. Nous sommes au Bénin. Alors, le deuxième sujet, ou du moins premier sujet principal, nous restons, je l'ai dit tout à l'heure, nous parlions du biscuit en République centrafricaine qui incluait le Cameroun. Alors, nous restons maintenant en République centrafricaine, mais avec le Graal. Il s'agit bien sûr de M. Vladimir Poutine, qui a donc reçu le président Faustin Archange-Touadéra, comme nous pouvons le voir. Ce qui m'a marqué sur ces images, regardez la proximité de l'accueil. Ça me rappelle une image de la longue table où M. Macron était assis à l'autre bout et M. Poutine, en fait, comme si c'était un microbe qui était devant lui, il ne fallait pas qu'il soit proche. Là, il y a une proximité qui, autant pour moi, fait trembler la France, fait trembler les États-Unis d'Amérique. Docteur Essoussé. Oui, il faut déjà dire que pour, je vais dire, les halogènes qui nous regardent, les halogènes aux questions diplomatiques, ils peuvent penser que c'est juste une stigmatisation. Non, la diplomatie, c'est toute une science et toute une signification bien précise. Dans les faits et gestes, on a coutume de le dire, en diplomatie, ont une raison d'être. Donc c'est normal pour ceux qui sont avisés sur des questions diplomatiques, quand ils peuvent voir cela, ils peuvent donc conclure de ce que ça fait trembler la France. Non. Il s'agit ici d'une certaine relation amicale entre la Centrafrique et la Russie. Et vous savez aujourd'hui l'implication de la Russie en Afrique sur les questions tant économiques, politiques et bien entendu les questions d'ordre sécuritaire. Vous savez que l'ordre mondial, comme on a l'habitude de le dire, est en train de changer, et la Russie aujourd'hui, plusieurs États, il faut laisser un peu la Russie tranquille. Les Africains aujourd'hui se rendent compte de ce que les États, s'il faut le dire ainsi, occidentaux, les ont trompés pendant des années, et ils se sont retournés aujourd'hui vers la Russie qui semble, ou alors qui fait franc jeu avec eux. Et les images dont nous avons à l'écran peuvent témoigner de cette solidarité, de cette amitié, de cette franchise qui exista entre les deux peuples centrafricains et russes. Et vous avez l'impression que c'est deux frères. Vous avez l'impression qu'il y a de la convivialité qui dans l'air. On laisse directement voir ici une amitié très resserrée. Et vous savez que de ces images ou alors de ces entretiens ou de cette visite, il en découle plusieurs informations selon lesquelles davantage les liens entre les deux États seront davantage resserrés et soudés, davantage sur le plan sécuritaire, parce qu'ils ont mis un accent très particulier sur le plan sécuritaire. Et sur ce plan sécuritaire là, davantage la Centrafrique gagnerait. Déjà le président Touadéra l'a évoqué dans ses allocutions, parlant, n'est-ce pas, du rôle que jouent les militaires russes installés en Centrafrique aujourd'hui, tant sur le plan de la formation que sur le plan de l'opérationnalisation, n'est-ce pas, et les faits de leur séjour depuis qu'ils sont domiciliés en Centrafrique.
il a dit dans ses propos que la rébellion semble réduire à une simple expression. Elle n'arrive plus à se mobiliser parce que les faits. Pourtant, de notre côté, pour dire à ceux qui ont souvent l'impression de penser qu'on s'attaque simplement à la France, non, on ne s'attaque pas. Les soldats français ont fait des décennies là-bas et on a vu ce que ça a créé. Tout au contraire, on a vu une forte montée des rébellions et ces soldats semblaient être impuissants. Ils sont même encore. Ils sont pas encore entièrement partis de là, ils sont encore, mais juste qu'ils sont réduits à la simple impression. Et regardez, quand vous avez regardé les médias français, vous avez vu tout le tapage médiatique, les informations qui ramènent à contre-courant, et qui n'étaient même pas du goût à entendre. Donc vous comprenez que nous sommes là dans une sorte de guerre, non seulement géopolitique, mais nous sommes dans une sorte de guerre même médiatique de cette visite. Mais je pense que la lecture finale de cette visite nous édifiera davantage, parce que la lecture finale ou alors l'objet final n'a pas encore été rendu public, mais elle nous édifiera davantage sur la visite. Ce que nous retenons, c'est que les questions de sécurité ont été les plus abordées, les questions d'économie et de géopolitique. Et de cela, nous pensons que la Russie est l'un des meilleurs clients sur le plan sécuritaire depuis que la Russie s'installe en Afrique, n'est-ce pas? Naturellement et ouvertement, on a l'impression que l'instabilité est en train de retourner dans ses vraies origines. Mais nous constatons une chose, c'est que ça fait mal à un pays, ça fait mal à la France, l'installation. Vous avez vu, il y a quelques années, la visite du président Macron ici, je vais m'amuser à le dire. Un président arrive sur le plan diplomatique au Cameroun pour des questions qui sont connues. Et en pleine conférence de presse, il attaque un autre État qui n'est pas dans leur visite. C'est-à-dire, il attaque ouvertement la Russie et traite les soldats russes des mercenaires et consort l'État russe d'un État. Il avait utilisé un terme comme pour dire c'est des profiteurs et consort. Vous êtes en conférence de presse, vous avez eu un tête-à-tête avec un autre chef d'État, vous êtes devant les médias, venez nous rendre les conclusions de votre tête-à-tête, vous attaquez ouvertement un autre État. Ça, c'est des erreurs diplomatiques. Et aujourd'hui, l'intelligence, même français, reproche chaque jour à M. Macron de commettre de ces erreurs qu'on n'a jamais vues par le passé en France avec les chefs d'État. Avec M. Macron, on a l'impression que sur le plan diplomatique, la France est dans la rue. Diplomatique, j'ajouterais, être totalement dans la rue. Pas seulement diplomatique. Le plan diplomatique, même sur le plan de la société, les Français n'en peuvent plus. Quand nous parlons en diplomatie, lorsque nous parlons de la diplomatie, en diplomatie, on retrouve l'économie, on retrouve le social, on retrouve le culturel, on retrouve le sport. En fait, tous les domaines, toutes les entités qui tiennent une société, n'est-ce pas, sont, comment on va dire, encadrées par des us et coutumes diplomatiques. D'accord. En gros, c'est un incompétent. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir, Linda. Dalmaris Goudjou et très bonne année 2025. Merci beaucoup à vous aussi. Et merci de nous faire l'honneur d'être parmi nous. C'est moi qui suis honoré. Alors là, nous sommes dans la deuxième thématique qui concerne la République centrafricaine avec cette visite, j'ai envie de dire, ma foi, qui donne des sueurs froides à la France, mais aussi également à ces médias mensonges. Parce que quand Poutine, maintenant, M. Touadéra est arrivé en Russie, les premiers médias mensonges, je ne veux pas faire une publicité gratuite, c'est qu'ils ont écrit, ils ont voulu faire croire que c'est le problème sécuritaire seulement qui amène le président Touadéra en Russie. Alors que c'était faux. Il y a plusieurs pans. Déjà, ils ne savaient pas combien de temps est-ce que M. Touadéra allait faire là-bas. 4 jours, c'est pas 2 jours. 4 jours sur place, nous ne comptons pas le temps mis dans l'avion. 4 jours sur place à travailler, des conférences. Il a été reçu notamment par la présidente, on va le dire, hein, du Sénat, Madame Valentina, je vais lire son nom, Madame Valentina Matvienko, qui lui a réservé un honneur, franchement, une dame russe qui a accueilli Touadéra comme si elle n'attendait que cela. Alors, comment est-ce qu'on peut analyser cette, j'ai envie d'appeler ça une politique ou alors une communication muette? Ne faites pas trop de bruit, ce sont les actes qui parlent.
Premièrement, il faut comprendre Linda. D'abord, je vous félicite pour les studios. Merci beaucoup. Vraiment beaucoup de travail. Je félicite le PDG de Pan-African Media pour le travail important qui est fait dans les investissements. C'est une très bonne chose. Et pour votre action pédagogique. Maintenant, pour répondre directement à votre question, il faut comprendre que après avoir été confronté pendant un certain temps à l'hypocrisie occidentale, la Fédération de Russie a fait une réorientation diplomatique. Donc, premièrement, vous avez remarqué qu'à plusieurs reprises, il y a eu des frictions diplomatiques, que ce soit à Londres, que ce soit à Washington, que ce soit à New York. Parfois, il y a même le renvoi des diplomates et pas de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, les Européens se sont dit, ou alors les Occidentaux se sont dit qu'ils étaient indispensables. En d'autres termes, sans eux, on ne pouvait pas exister. Ce qui fait que sous les instructions du président Vladimir Vladimirovitch Poutine, Sergei Lavrov a réorienté la diplomatie russe. Donc aujourd'hui, la diplomatie russe est beaucoup plus tournée vers l'Eurasie et vers le continent africain. Donc dans ce sens-là, il y a un intérêt de part et d'autre, tant pour la République centrafricaine, puisque c'est de ce pays dont il est question, que pour la Fédération de Russie. Et pour cela, on se rend bien compte, comme vous le dites si bien, tout à l'heure, mon copanéliste, non, c'est vous-même qui faisiez allusion à cela, à la table, la proximité entre Vladimir Poutine et le président Touadéra, c'est qui est extrêmement différent de ce qu'on a vu il y a de cela quelques temps, quand le président Macron était à Moscou. C'était pratiquement... c'était comme le tennis de table, puisque la distance était vraiment extrêmement longue, ce qui montre, dans le cas du président Macron, un éloignement. La Russie veut un éloignement de la France ou du président Macron. Et dans le cas du président Touadéra, une certaine proximité. Vous avez bien fait de souligner, les médias mensonges sont allés raconter des bobards comme ils le peuvent, mais un chef d'État ne fait pas 4 jours sur place à ne rien faire. Parce qu'il faut bien comprendre que le président Touadéra a été fortement accompagné. Il y avait une très forte délégation, non seulement des autorités, notamment des différents ministères, mais aussi et surtout des hommes d'affaires centrafricains qui voient dans quoi ils peuvent collaborer avec leurs homologues au niveau de la Fédération de Russie. Et au-delà même, il faut bien comprendre qu'en fait, c'est l'une des rares fois, la Fédération de Russie a signé avec la République centrafricaine un accord de collaboration stratégique. Donc quand vous abordez la stratégie, c'est-à-dire sur le long terme, sur les grands axes de l'existence des deux nations, il y a des accords qui ont été signés, tant sur le plan sécuritaire, économique, culturel et bien d'autres entre ces deux nations-là. Donc les gens viennent aujourd'hui dire que c'est parce que le président Touadéra a des problèmes de sécurité. Nous disons non. Au contraire, on peut se rendre compte que c'est vrai. La menace, le risque zéro n'existe jamais en matière de sécurité, surtout quand vous êtes sur le continent africain où tout le temps, comme on dit, l'ennemi ne dort jamais. Et l'ennemi généralement est dans l'autre camp qui veut tout faire pour vous, soit vous soumettre, soit vous neutraliser. Et malgré cela, on peut quand même dire qu'aujourd'hui, la Centrafrique est beaucoup plus sûre qu'il y a de cela 10 ans, qu'il y a de cela 15 ans. Car aujourd'hui, il y a quand même des postes avancés de l'armée centrafricaine à la frontière avec le Tchad, ce qui n'était pas le cas à l'époque. D'autres présidents qui pratiquement étaient sous la botte de la France, leur autorité se limitait à quelques quartiers de Bangui, ce n'était pas surtout Bangui. Mais aujourd'hui, un pays comme la Centrafrique, où l'autorité de l'État s'étend aujourd'hui sur plus de 90% du territoire, nous pensons que la sécurité quand même est très avancée. Et un élément angulaire de cette sécurité, c'est la présence des Russes qui jouent un rôle important. Je n'ai pas besoin de revenir sur le résultat. Je crois qu'il y a cela à peine quelques jours. Les Russes qui ont dû libérer plusieurs personnes qui avaient été prises en otage par des voleurs. Et ils ne pouvaient pas rester sans agir. Donc moi, je pense pour ma part que les médias mensonges sont en train de faire leur travail. Mais la vérité, là, comme on dit, les faits sont têtus et les commentaires sont liés. Et les commentaires sont liés. Alors avec vous, professeur Pierre-Cédric Essomba, au regard de cette collaboration qui va bon train entre la République centrafricaine et la République fédérale de Russie, avec cette visite, ma foi, on va dire grande, comment je vais dire ça, ma foi grande en innovation et surtout en renforcement de cette collaboration. Alors, il nous fait savoir que Pierre-Cédric nous a un peu lâché. Et je tiens à rappeler, je prends profite pour faire un coup de gueule. Vraiment, je ne sais pas si c'est Cantel, la connexion du côté de Tchang.
Tchang, c'est le Cameroun. À Tchang, il y a une grande université. Faites des efforts de ce côté-là. Je m'adresse surtout au ministère de la Communication du Cameroun. La télécommunication, autant pour moi. Je crois que c'est Madame Libom qui est toujours là depuis des années. Et on voit effectivement son incompétence notoire. Permettez-moi l'expression. Alors, avec vous, faut pas rire. À un moment donné, c'est un peu... Non, Linda, si je ris, c'est parce que, vous savez, il y a quelques années, j'étais en fonction à Tchad, avant de revenir sur Douala, et j'estime qu'aujourd'hui c'est mieux parce que nous avons souffert. Il faut dire que sur le plan des télécommunications, il y a une partie, donc Douala gère une partie du sud-ouest et une partie de l'ouest, et notamment Tchad. Et avec les crises anglophones, vous savez que la Ménois est limitrophe au sud-ouest, n'est-ce pas, par le département de Fongotongo, là-bas, là, le Lébialem. Et avec des crises, il était, quand on coupait ces zones, parce qu'on voulait empêcher à ces gens de communiquer, la ville de Tchang en pâtissait assez. Et c'est ces problèmes qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. C'est l'une des rares villes à l'ouest où on en souffre. Pourtant, il y a une grande université de ce côté-là. Il y a une grande université. Il y a le centre climatique. Donc, vous pouvez donc vous imaginer comment nous autres avions souffert sur le plan de la recherche et tout ce que ça comporte. Donc aujourd'hui même c'est bien géré parce que nous on faisait un mois sans réseau. D'accord. Alors avec vous Simone, toujours sur la même question, collaboration, une affaire qui, c'est un mariage peut-être jusqu'à la gare avec la République fédérale de Russie. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit on va voir jusqu'où est-ce que ça va aller. Donc quand j'ai entendu certaines personnes dire que voilà, le blanc c'est le blanc. Sauf qu'ils oublient toujours de dire qu'en fait, la Russie parle de 50-50. Ce qui n'a jamais été le cas par le passé. Alors, comment est-ce que, vous qui donnez, comment est-ce que vous allez laisser ce que vous avez commencé à donner, Monsieur Simone? En réalité, Madame Linda, je suis toujours vraiment surpris d'entendre ce genre de jérémiades des Français. Vous ne pouvez pas être à côté d'un malade. Vous dites que vous l'entretenez. Le malade, pendant des années, n'est pas guéri. Le malade vous dit, monsieur, laissez-moi que je me débrouille de me soigner. Vous refusez de partir. Non, ça veut dire que vous n'êtes pas là pour soigner le malade. Ce n'est pas possible. Si vous êtes chez moi, vous dites que je suis là pour votre sécurité. Je dis, monsieur, merci beaucoup pour votre assistance. Vous dites que il y a des gens qui me disent, non, pardon, ne mourrez pour rentrer chez vous. Vous refusez de partir. Ça veut dire que vous savez qui? Non, soyons sérieux. Et quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, on dit que, oh, les Russes, ils veulent les femmes, ils tuent les gens, ils font ci, ils font ça. Mon Dieu. À quelle heure? Tout ça simplement pour détruire les efforts que les Russes font pour la sécurité en Centrafrique. Et quand vous vous rendez bien compte, moi je dis souvent à ces France-là, mon frère, quand votre cerveau est constipé, vous attrapez obligatoirement la diarrhée buccale. Ça dit tout sort sans plus de contrôle. Exactement comme les choses d'arrêt. C'est normal, il est dans son rôle. Il a perdu, son cerveau ne fonctionne plus normalement. Donc il raconte n'importe quoi sans même savoir ce qui sort de sa bouche. Donc il faut qu'on arrête cette histoire. L'Afrique est déterminée à se libérer totalement. Et on a la chance qu'on a un pays comme la Russie, disons le BRICS, parce qu'il n'y a pas de la Russie seule, qui sont là pour du 50-50. Ils ne sont pas là pour dire que non, on prend 90%, on vous donne 10%. Non. Ils disent, on vient, si on exploite la matière première, on se partage. La preuve, regardez les 3 pays de l'AES. Et aujourd'hui, pendant qu'on parle, le Togo, le Ghana et le Tchad sont en train de rentrer avec l'AES. Ça veut dire qu'il y a un intérêt particulier pour travailler avec la Russie. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens qui savent qu'ils ont tout perdu, au lieu de négocier, d'être humbles, ils se mettent à bavarder comme des oiseaux gendarmes. Non, c'est malheureux, c'est honteux. Moi, il faut que ces Français-là qui voient ces gens-là, un monsieur comme Macron, ou bien c'est Macron, qui raconte n'importe quoi, ils devraient le chasser. Au lieu de laisser un monsieur comme ça, là, tirer la France vers le fond. Parce que là où la France est, ils sont au fond du trou. Je ne sais pas comment ils vont faire pour s'en sortir. Parce que l'Afrique désormais n'aura plus rien à foutre avec la France. On est en train de se libérer totalement de la dépendance vis-à-vis de la France. Il n'y a rien à faire. Comment on descend? Je vous raconter l'histoire du Libye. Madame Linda, quand vous irez là-bas, vous allez voir ce qu'un seul individu fait. Mais c'est la magie. Et la France a fait des années en Afrique. Ils ont fait quoi? Rien du tout. Et je vous dis, cette histoire, quand ça va démarrer, c'est au moins 1000 milliards que cette société va faire chaque année. 1000. Je vous dis, 5000 emplois directs. Okay. Sans compter ce que le port de Kibi doit créer comme emploi. Parce que le directeur du port a dit, ils sont obligés de faire l'extension du port parce que rien que ce que
Stone va produire là-bas, le port sera incapable vraiment avec leur superficie actuelle. Donc il y a des choses à faire. L'Afrique est encore inoccupée. Et les gens qui ont la chance de signer des partenariats avec l'Afrique aujourd'hui, vous allez voir qu'ils sont bénéficiaires. Les Français viendront se mettre à genoux pour chercher un emploi en Afrique. Je vous donne 2 ans. Donc, il faut que les gens se remettent en cause et se mettent à genoux pour dire pardon, on a commis des erreurs pendant des années, on vous a tué, on a volé vos biens, pardon, on s'excuse. Il peut au moins symboliquement quelque chose et on relance les activités. Si on peut prendre 40% et il nous reste 60%, il n'y a aucun problème. Mais il y a une question de concurrence qui se pose et qu'ils arrêtent de prendre des Africains pour des comptes. Parce qu'en Centrafrique, tantôt, oh les Russes, ils violent les femmes. Oh, les Wagner, ils violent les femmes, ils tuent les gens. À quelle heure? Les Français étaient là-bas, ils ont fait quoi? Ils continuent d'ailleurs à le faire. Ils continuent à le faire. Ils utilisent des gens pour tuer, pour mettre sur le compte de Wagner. Je sais de quoi je parle. Donc il faut arrêter cette histoire. Et ils ne savent pas que plus ils le font, plus ils s'enfoncent. Et le docteur parlait de télécommunications tout à l'heure. Mon frère, si vous savez, les télécommunications, moi je suis ingénieur télécom, c'est le clignotant. Les télécommunications au Cameroun, c'est le clignotant. Et ça donne comme la lumière. Un moment, vous êtes en train de parler, ça coupe. Un moment, ça revient. Et toujours. Et vous parlez de... Non, ça fait partie d'un ensemble. Vraiment, il faut que le gouvernement camerounais prenne ses responsabilités. On est fatigué de cette histoire. On ne peut pas avoir un câble souterrain qui alimente le Cameroun. Chaque fois, il y a des problèmes. Et il y a une seule entreprise qui a le monopole de ce câble. On peut avoir de faisceaux hertziens en matière de communication. C'est-à-dire une alimentation qui est hertzienne, pas qui est câble. Avec ça, on a l'éducation en permanence. Mais on se contente d'un câble qui part des États-Unis pour traverser la mer et arriver en Afrique. Et qui crée des problèmes tout le temps. Ouais. Donc, en dehors de ça, il y a une question de gestion. Parce que quand vous prenez... Excusez-moi de rentrer là parce que c'est important. Ouais. Camtel. J'ai pris 3 lignes Camtel. Chaque fin du mois, vous pouvez avoir 3 000, 5 000 francs dans votre compte. Si vous ne le chargez pas 500 francs, on coupe votre ligne. Ah oui. Vous imaginez? C'est de l'arnaque ça, M. Simondé. J'ai dit, j'ai 3 lignes téléphoniques. J'ai été obligé de tout abandonner parce que tu ne peux pas, avec des crédits. J'ai dit, vous avez des crédits là-dedans, vous utilisez, à la fin du mois, si vous ne chargez même pas au moins 200, il faut mettre quelque chose. Mais c'est pas possible. Avec ça, vous voulez qu'on avance? Et moi, j'ai pris 3 lignes. Je me suis dit, c'est une entreprise camerounaise, il faut consommer. Produire ce qu'on consomme et consommer. Mais c'est malheureux quand on voit des gens fonctionner comme ça. Donc, je dis, encore une fois, la Centrafrique nous interpelle. Il faudrait qu'on suive ce que le président Touadéra est en train de faire en Russie. Ça va faire en sorte que l'Afrique se libère totalement et qu'on soit autonome sur tous les plans. D'accord. Alors, avec vous, docteur Ngouzou, beaucoup de personnes ont toujours estimé que le président Touadéra est mou. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ont fait des analyses. La France te piétine, mais tu t'arrêtes, tu vas faire quoi chez Macron? Les plus avertis nous disaient non, c'est une stratégie, il sait ce qu'il fait. Vraiment, la Russie est en République centrafricaine. Mais là, on se rend compte malheureusement, que chaque fois la France est là, les médias panafricanistes, voilà, j'ai envie de dire, dénoncent les plans machiavéliques, on va le dire ainsi, de cette France. La France aujourd'hui qui utilise l'Ukraine. L'Ukraine qui a été dépassée par la Russie sur le conflit russo-ukrainien, aujourd'hui se rabat sur le continent africain avec des soldats par procuration. Parce que de plus en plus, il y a des Ukrainiens qu'on a retrouvés, que ce soit au Mali, Tiwazantène, récemment encore en République centrafricaine. Alors, ce geste, oui, même en RDC, ce geste du président Touadéra, c'est pour faire quoi? Faire un bouche bée, un shut-up à tous ces détracteurs verbaux? Vraiment, il faut comprendre que gérer une nation, c'est prévoir. C'est ça l'essence de la politique. Et en matière politique, on parle avec tout le monde. C'est la raison pour laquelle vous avez cité la Fédération de Russie, le conflit qui oppose en réalité aux pays de l'OTAN, même si ces pays utilisent le proxy qu'est l'Ukraine. Mais ça n'empêche que le président Poutine dit nous sommes toujours ouverts aux négociations. Nous sommes ouverts à la personne. Il a encore dit là récemment. Exact. En d'autres termes, nous connaissons le rôle néfaste de la France sur le continent africain en général et en Centrafrique en particulier. Ça n'empêche pas que quand il le faut, que le président Touadéra rencontre les autorités françaises
pour telle ou telle raison. Là, c'est indispensable. C'est comme ça qu'on fait par le monde entier. Vous ne pouvez pas tout mettre de côté. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être prudent. Il faut être extrêmement prudent. Et dans le cas d'espèce, vous avez cité, vous savez qu'actuellement, les Ukrainiens, ils ont ouvert une représentation diplomatique à Nouakchott, en Mauritanie. Ils en ont ouvert à Abidjan. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, remarquez bien qu'ils ont ouvert à Nouakchott, en Mauritanie, qui est en frontière avec le Mali, des éléments qui sont utilisés pour pouvoir déstabiliser pour attaquer la République du Mali. À l'heure où nous parlons, sur la table du président Paul Biya, il y a une demande d'accréditation pour l'ouverture d'une ambassade ukrainienne à Yaoundé. Jusqu'à aujourd'hui, le président Biya n'a pas donné son accord, un avis là-dessus, mais toujours est-il que les représentations diplomatiques qui sont ouvertes sur le continent africain, c'est aujourd'hui, puisqu'en fait, on se rend compte que même qu'on l'accepte ou pas, l'Ukraine a une certaine expérience en matière de guerre de haute intensité. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays de l'OTAN. Aucun de ces pays, que ce soit les États-Unis, la France ou l'Angleterre, tous ces pays n'ont jamais fait une guerre de haute intensité comme l'Ukraine. En d'autres termes, l'Ukraine a une certaine expérience. Ouais. Et aujourd'hui, les États occidentaux, notamment la France, veut utiliser cette expérience de l'Ukraine pour atteindre d'autres objectifs. N'oublions pas, vous avez entendu parler du rôle de l'Ukraine au Soudan, tout à fait, au Mali, en Libye, etc. etc. Et même quand si le président Biya accepte qu'il y ait une représentation diplomatique ici, là, je suis convaincu que cette représentation diplomatique va être utilisée pour atteindre... Puisqu'en fait, la France est extrêmement surveillée dans tous les pays du continent. Quel que soit ce qu'ils font, ils sont extrêmement surveillés. Mais maintenant, c'est très important de passer par les proxys, c'est-à-dire de passer par d'autres États qui, en principe, sont censés avoir des relations soit neutres, soit cordiales avec les pays africains. Donc, vous dites que, oui, effectivement, premièrement, le président Touadéra, il a le droit, il a même le devoir. Partout se trouve, c'est ça pour toutes les nations, partout se trouvent les intérêts des Centrafricains. Il peut s'y trouver, il doit s'y trouver. C'est même la raison pour laquelle Poutine, vous remarquez, malgré tous les... Quand le président Biden prend le pouvoir, les premières semaines, quand il s'exprime, il dit que Poutine c'est un méchant, Poutine c'est ceci, Poutine c'est cela. Ça n'a pas empêché que quand il a fallu une rencontre quand il a demandé une rencontre entre Poutine et lui, je crois que c'était à Genève si je ne me trompe pas, Poutine est parti au rendez-vous. Ils se sont exprimés. Même comme après, on n'a pas eu des résultats probants de ce qui avait été dit. Juste pour dire que parfois, même avec l'ennemi, on parle. Puisque je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des puissances aujourd'hui qui ont diabolisé Hitler, en réalité, collaboraient avec Hitler. Je n'ai pas besoin de parler des fonds de financement d'Hitler qui venaient de la banque des Rothschild, qui en principe est américain, etc., etc. Donc, pour dire que dans un contexte comme celui-ci, le président Touadéra fait son devoir en tant que chef d'État. Maintenant, tout à l'heure, c'est notre ami Simondé qui faisait allusion à cela. Les Français vont commencer à chercher le travail. Ils en cherchent toujours. Vous savez par exemple que l'État du Québec ou la province du Québec au Canada a été colonisée par la France. Ouais. Et aujourd'hui, les premières populations migrantes au Québec, ce sont les Français. C'est-à-dire une nation que vous avez colonisée, mais les années après, vous laissez la France pour aller chercher le travail là-bas. Et ce qu'on dit pour là, il y a beaucoup d'exemples de par le monde entier. Vous savez par exemple que l'Angola a été colonisé par le Portugal. Mais aujourd'hui, des centaines, voire des milliers de Portugais laissent leur pays tout le temps pour aller chercher le travail en Angola. Et là, ce que je dis, on peut voir les exemples partout. Donc, pour dire qu'en réalité, ce n'est que l'aboutissement des choses. Ça va continuer de cette manière-là. Surtout que quand vous remarquez, la plupart des dirigeants français de toutes ces dernières années, en réalité, travaillent comme s'ils n'étaient pas des Français. Je n'ai pas besoin de revenir sur les fleurons de l'industrie militaire française qui ont été pratiquement démantelés et vendus, pour ne pas dire vendus, notamment chez les Américains. Maintenant, pour sortir, vous savez, la crise énergétique, puisque comme c'est la Fédération de Russie qui a approvisionné pratiquement une bonne partie de l'Europe en gaz moins cher, aujourd'hui le gaz la quantité est amoindrie du fait des sanctions. Ce qui fait que beaucoup d'entreprises qui recevaient ce gaz moins cher, qui permettaient que leurs produits soient compétitifs sur le marché, se trouvent en difficulté aujourd'hui, sont contraints de faire quoi? Sont contraints de délocaliser leur entreprise dans des pays où le coût de l'énergie
n'est pas cher, notamment les États-Unis, etc. etc. Or, quand vous délocalisez vos entreprises là-bas, ça fait que les personnes que vous avez laissées dans votre pays n'auront pas de travail. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs chercher le travail. Et où il existe, puisqu'en fait, l'un des continents où le potentiel de croissance est énorme, c'est le continent africain. Merci beaucoup à vous, hein, docteur Dalvaris Ngudjo. Alors, une petite transition et puis nous allons prendre le dernier sujet. Et je voudrais vous inviter à écouter cette chronique d'un journaliste à la chaîne nationale du Niger, où il fait savoir, il s'agit bien sûr de M. Ousmane El Ibrahim, qui a donc décidé de venir exposer ce qui se passe de ce côté-là. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il cite le Bénin, le Nigeria. Ce sont des pays qui, depuis un moment donné, font un peu la drague autour des pays de l'AES. Comment comprendre qu'ils ressuscitent l'opération Chibok? Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. 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 Alors, je pense que nous aurons cet élément tout à l'heure avec ce témoignage vivant. Ce n'est pas les on a dit, parce qu'il s'agit d'un éditorialiste, chroniqueur reconnu et surtout toujours demandé. Ces chroniques ne passent jamais inaperçues du côté, on va le dire, du Niger. C'est le retour de l'opération Chibok. Pour ceux qui ne le savent pas, c'était une opération masquée derrière l'enlèvement de certaines jeunes filles, alors qu'en fait derrière cela se cachait donc, j'ai envie de dire, Boko Haram. Boko Haram. Des jeunes filles ont été enlevées, maltraitées, violées même pour certaines. Et plusieurs années après, nous revenons avec l'opération Chibok. Alors avant de revenir sur ce plateau, je voudrais vous inviter à écouter la chronique de monsieur oui, le chroniqueur de la chaîne nationale. Ousmane. Après l'échec de sa marionnette CEDEAO, après l'échec de son infiltration des ONG et autres agences internationales, après l'échec de son infiltration des organisations de la société civile et de certains syndicats, après l'échec de sabotage des pipelines pour détruire l'économie du pays, après la création du groupe terroriste La Korawa, après donc toutes ces manœuvres sournoises révélées d'ailleurs au grand jour par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Chani, à l'occasion de sa récente interview exclusive accordée à Télé Sahel le 25 décembre 2024, la France, qui n'a jamais reculé, revient cette fois-ci avec un autre plan plus macabre, l'opération Chibok 2014. Oui, vous avez bien entendu, opération Chibok. De quoi s'agit-il? Le 8 janvier 2025, plusieurs responsables de Boko Haram se sont rencontrés dans le lit du lac Tchad, côté Nigeria, plus précisément à Tombong Kassa. Malam Ali Ibrahim, Yalambou, Boula Machadi, Malam Ismaël, Bachir Okacha, Madou Bachir,
Malam Sagir, des noms qui ne vous disent pas grand-chose, mais qu'il faut retenir, ont pris part à cette réunion dirigée par un certain Habib, adjoint de Abou Hafiz alias Bachoua. À ces personnes se sont ajoutés des représentants de la France, du Bénin, du Nigeria et d'une puissance occidentale, entre autres. Ils sont tous venus du Nigeria à bord de 5 véhicules Toyota du luxe de couleur blanche. Une des Toyota transportait des munitions et autres matériels pour le besoin des opérations en cours de préparation. Ces invités d'un autre genre ont été accueillis par les combattants de Boko Haram entre Koukawa et Gadiram avant d'être escortés jusqu'au lac Tchad à Tombonkassa le 6 janvier 2025 où la rencontre a eu lieu 2 jours après, c'est-à-dire le 8 janvier 2025 entre 14h et 16h. Ils sont répartis à bord de 2 véhicules en laissant les 3 autres véhicules aux terroristes. 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre. Passage en revue des termes de leurs accords, planification et conduite des opérations qu'ils vont incessamment mener contre le Niger. En ce qui concerne ce dernier point, 2 scénarios seront bientôt exécutés. Le premier scénario est en lien avec l'approche du mois de Ramadan, une période de dévotion et surtout de privation pendant laquelle les musulmans auront besoin des conditions nécessaires pour mener à bien leur jeûne. Pour casser leur résilience et porter atteinte à leur foi, la France, par terroristes interposés, envisage 1. de détruire le tissu économique national à travers le sabotage du pipeline pour asphyxier économiquement le Niger et de manipuler certains opérateurs économiques pour provoquer une flambée des prix des denrées alimentaires de première nécessité à l'approche de ce mois béni de Ramadan. De conduire des opérations de kamikaze, des prises d'otages de masse au niveau des internats des filles et des garçons dans les écoles du Niger en vue d'exiger la libération et le rétablissement du président Déchu à son ancien poste. En cas d'échec des négociations, le massacre des élèves en diffusion directe a été ordonné par les autorités françaises. Certaines régions ont été ciblées pour mener ces opérations et les kamikazes déjà désignés et formés à Tombonkassa. Pour ce faire, la France et ses sbires, en plus de l'armement et des munitions, ont fourni des ceintures d'explosifs en grande quantité et des matériels électroniques nécessaires à la diffusion et à la mise à feu de ces explosifs. Compte tenu du caractère suicidaire de ces opérations, 3 milliards de francs CFA ont été remis aux familles de kamikazes. Face à cette volonté maladive, sournoise, malveillante et inhumaine de la France impérialiste, comme l'a si bien dit Macron à sa dernière sortie médiatique en décidant de ne plus être gentil et poli vis-à-vis de l'Afrique, nous interpellons l'opinion publique nationale et internationale, nos partenaires stratégiques, l'Union européenne, le système des Nations Unies dans son ensemble et tous les pays épris de paix et de justice pour mettre un terme définitif à ces dérives néocolonialistes des autorités françaises. Nous appelons enfin, une fois de plus, le vaillant et résilient peuple nigérien à plus de vigilance et à 1. dénoncer toute personne suspecte, 2. dénoncer tout acte suspect dont il sera témoin, 3. multiplier les prières et invocations et enfin 4. informer les autorités les plus proches ou appeler les numéros 40-40 pour les fans, 40-00 pour la gendarmerie et 83-83 pour la police nationale. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Voilà, nous l'avons écouté, cet éditorialiste, grand chroniqueur, qui nous a de façon succincte brossé un tant soit peu cette tentative de déstabilisation qui a donc échoué en s'appuyant sur l'opération Chibok. Professeur Dr Pierre-Cédric Essomba, est-ce que vous êtes avec nous? Il est là ou pas? Ok, je pense que vu que nous sommes pratiquement au dernier chapitre de cette émission, il va souffrir de nous écouter et de participer peut-être par message, que ce soit sur Facebook ou encore YouTube. Alors, docteur Essoussé,
Je reviens à vous. C'est pratiquement similaire avec l'histoire de M. Armel Sayou. Chibok, à la base, ils nous ont pompé un gros mensonge. Ils se sont cachés derrière une histoire de religion en enlevant des jeunes filles parlant de haram. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que le Nigeria, le Bénin, et je crois qu'il a cité un troisième pays, se sont mis ensemble pour que le projet marche. Nous avons écouté cette vidéo où il a détaillé point par point le schéma qui a été structuré pour déstabiliser la République centrafricaine. En rappelant que la cible, c'est le président Faustin Archange-Touadéra. Oui, Madame Ndéji, il faut déjà noter ici que nous avons consommé un mensonge de 2014 à nos jours, voilà, une dizaine d'années, sur l'histoire de Chibok. C'est vrai que pour ceux qui ont voulu consommer ce mensonge, ils l'ont consommé, mais pour les personnes averties, nous savions que c'était qu'un montage. Ça, il faut le dire, depuis le Cameroun ici, et même les services de renseignement camerounais dans leur bulletin d'information, ils disent que c'était qu'un montage. Déjà que cette histoire, on connaît où sont ses enfants et autres. On connaît tout ce qui s'est caché. Mais j'aime à le dire depuis un temps que tout ce que nous faisons se paye ici. Bah, et cette lutte panafricaniste a une dimension un peu spirituelle. C'est-à-dire que tôt ou tard, on connaîtra la vérité. Vous voyez que ce que plusieurs ont passé le temps à dire pendant des décennies sur des médias et qu'on les traita de parvenus ou bien des zélés, aujourd'hui, ils savaient que ce sont des personnes averties qui le disent. Et l'éditorial ou alors le récit de notre ami et frère, le journaliste qui s'exprimait tout à l'heure, n'est pas différent de la sortie du président Tchani. Si vous écoutez très bien, c'est pas différent. Alors, vous avez dans là carrément toute une chirurgie qui a été faite de renseignements, parce que le monsieur parle à Mon Dieu Vision, il ne tâtonne pas, il dit des choses avec précision et il donne des renseignements. Il va jusqu'à identifier les couleurs des véhicules. Et que ce n'est pas une histoire où on s'élève, on raconte des choses. Ça veut dire que le renseignement a fait leur travail. Et si le renseignement a fait leur travail, en passant, nous allons saluer d'abord la Russie. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, dans la zone sahélienne, la Russie a doté, n'est-ce pas, ces pays de l'Alliance du Sahel de matériel de renseignement de dernier cri qui permet de contrôler tout le Sahel aujourd'hui jusqu'aux pays voisins. Toutes les frontières sont quadrillées. Ça fait en sorte que, quel que soit le mouvement qu'il y a aujourd'hui dans les États de l'AES, tout est sous contrôle. Et au-delà même de ces États de l'AES, il y a des pays limitrophes qui partagent aussi cette zone du Sahel et leur insécurité qui ont un renseignement très avancé qui permettent d'avoir tout sous contrôle. Alors, ce qui m'intéresse le plus dans cette histoire, non seulement c'est un montage de l'histoire de Chibok qui reviennent, mais que nous avons des pays, des frères africains qui se retrouvent dans ces actes sataniques. Et vous conviendrez avec moi que le malheur ne vient jamais de loin. Ouais. Pendant que d'autres se battent corps, âme, esprit pour sortir, n'est-ce pas, de ce jour, il y a bien ceux-là qui jouent encore le rôle, n'est-ce pas, de traite, qui jouent encore le rôle de passerelles par lesquelles ces États occidentaux passent pour s'aimer le désordre en Afrique, notamment la France, parce que c'est la France, on nous a dit un autre État qui n'est pas cité, mais nous l'avons cité tout à l'heure dans les commentaires, ça nous le savons, et c'est la France qui se sert de cet État-là qui a une instabilité pour créer un certain nombre de choses. Alors, je l'ai dit en semaine ici, parlant dans le cadre d'une autre émission, je le disais, que nos chefs d'État et nos populations africaines se disent une chose: chasser la France c'est autre chose, mais est-ce que la France partira comme ça? Non. Pour ceux qui peut-être je vais reformuler la question. Est-ce qu'il suffit de venir sur les plateaux télé, dire France dégage? Aucune action ne menée en fait. C'est pour ça que si ce n'est la buccale. C'est pour ça que j'ai dit
que nos États comprennent une chose, n'est-ce pas? La France ne partira, même France dégage. Et qu'on passe même pas des actions comme au Tchad, vous le savez bien. Le Tchad a pris le côté fort et a donné même un deadline de partie du Tchad. Vous savez ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Donc, je veux dire, quand on dit France dégage, on passe à l'action, ou quand on dit France dégage, on reste, on regarde. La France ne partira pas comme ça. Pour ceux qui connaissent l'histoire, les férus de l'histoire, savent que la France est une nation très téméraire dans ses actions. Elle ne lâche pas prise facilement. Et aujourd'hui, elle change juste le mode opératoire. Elle vous dit carrément, déjà, le président Macron vous l'a dit pour le cas de la Côte d'Ivoire. Il vous a dit que non, ce n'est pas, c'est juste un changement de dispositif qui changera. Donc aujourd'hui, la France est juste dans un changement de dispositif. Tout à l'heure, Damaris parlait des ambassades ukrainiennes qui s'installent pour servir, on sait bien qui. Et n'oublions même pas que ces ambassades, l'Ukraine est l'un des premiers pays aujourd'hui qui vend les armes. Des fabrications polonaises. Voilà. Donc, elle vend au marché noir les armes. C'est l'une des nations où les armes, le marché noir circule, n'est-ce pas? Ce que je veux dire, moi, je ne voudrais pas m'intéresser à la France et autres. Je voudrais m'intéresser à ceux-là qui portent la même peau que nous, qui ont la même civilisation, la même culture que nous, ces peuples africains qui reviennent. On a le Nigeria. Nous avions été fiers, et nous sommes fiers de ce pays qui fait des grandes prouesses économiques, n'est-ce pas? Nous sommes fiers de ce pays et déjà nous avons porté certains hommes d'affaires nigériens, n'est-ce pas? Nous avons porté carrément leur défense quand ils ont été manipulés, n'est-ce pas, par certaines organisations internationales et autres. Mais nous nous rendons compte que le Nigeria joue un jeu qui n'est pas bon. Et en Afrique, une sagesse nous dit, le père Simon reviendra là, il est plus âgé que nous. Et quand ton nom revient 2-3 fois, même si tu es innocent vraiment, on se pose des questions. Tu joues à quoi? Et nous savons qu'à la tête du Nigeria, il y a un bonhomme là qui est parmi les hommes les plus corrompus. Oui, un junkie, il faut dire. Voilà. Et j'ai toujours dit que même ses postures physiques vraiment prêtent un peu au doute. Il n'est pas très fiable. Et depuis qu'il est arrivé au pouvoir, le nom du Nigeria est tellement cité. Et sali, hein. J'ai dit, le nom du Nigeria est tellement cité pas parce que on veut simplement citer, mais cité parce que le Nigeria vraiment prend fait et cause pour ces gens-là qui sont pour la déstabilisation de l'Afrique. Et le nom est cité d'une façon chirurgicale avec toutes les preuves à l'appui. Le Bénin, pareil. Encore que le Bénin, je voudrais les faire comprendre qu'ils sont en train de... Ils vont passer une période électorale bientôt. Donc, le jeu qu'on joue de la France, qui se sert de passerelle, vous vous servez de passerelle pour cette France-là, on sait tous ce que la France a toujours fait avec ceux-là. Je voudrais juste les renvoyer à regarder l'histoire. Tous ceux qui ont souvent joué ces jeux-là, quand la France finit de les utiliser, comment est-ce que la France les dit souvent merci? Je pense qu'il est temps pour nos frères africains de se dire une chose. Le départ des États de l'AES, de la CEDEAO, n'a pas été parce que ces États voulaient partir de là. Ils n'en avaient plus besoin de leurs frères africains de cette sous-région-là. Non. C'est juste parce que ces États se sont rendus compte d'un certain nombre d'actions menées contre l'Afrique et ils ont dit non. Quand ils ont dit non, l'histoire les a donné raison. Ou alors leur nom les a donné raison aujourd'hui. Et ces États, quand ils ont formé, ils n'ont pas dit qu'ils partent. C'est vous qui les avez chassés. Aujourd'hui, vous chassez les gens, mais vous êtes toujours en train de mettre les bâtons sur les roues à ces gens-là. Au point où on peut relever ce qu'on a relevé, c'est-à-dire ces plans qui sont montés et dont les premières frappes chirurgicales sont prévues pour le mois du Ramadan. Ça, c'est même déjà, c'est être criminel à la limite. C'est un gros haram, en fait. Je dis que c'est un gros haram. Mais en fait, ça nous donne raison, nous qui avions dit depuis des années, quand cette histoire du BH commence au Cameroun, que ce n'est pas une histoire, le Boko Haram n'est pas tout ce qu'on nous a servi là. Le Boko Haram, c'est autre chose. Il y a tout un programme et je pense que les services
camerounais, les renseignements camerounais avaient démontré depuis qu'il s'était caché derrière le Boko Haram. Et vous le savez bien qu'avec les autres chefs d'État, on a assisté à des conventions, à des accords tels que certains pays frontaliers au Nigeria pouvaient entrer, suivre cette nébuleuse-là jusqu'au Nigeria. Et on a vu les faits d'armes avec le Cameroun, avec plusieurs exercices, Aro 7, Aro 8 jusqu'à Aro 9, n'est-ce pas? Mais quand celui-ci est arrivé, il semble que ça ne marche plus. D'où, vous savez, la menace du Tchad s'est retirée des forces multinationales parce qu'ils ont constaté que le Nigeria ne jouait pas son rôle. Donc, déjà, ils nous suivent parce qu'on pensait qu'ils ne nous suivent pas. Il faut dire à monsieur le Tinubu qu'il est assez vieux. Assez vieux chez nous, les gens de son âge sont des patriarches. Ce sont des personnes qu'on respecte. Ce sont des personnes, c'est des bibliothèques sont sacrées. Mais il est assez vieux pour jouer à ces jeux. Il laisse peut-être des jeunes comme nous jouer à ces jeux. Mais lui, il a assez de l'âge pour s'assumer. D'accord. Ce jeu n'est pas propre pour un État comme le Nigeria qui devait porter les autres États vers au moins, bon, dans tous les cas, qui continue à jouer son jeu. Vous avez vu les chiffres du Mali en 2024. Le Mali est très devant ce Nigeria-là. Nous pensons que son jeu, ou alors leur jeu va leur rattraper. C'est tout ce que nous pensons. Et nous le souhaitons. Alors, docteur Ngoudjou, il y a un point de ce discours que j'ai retenu. La libération de Mohamed Bazoum. Parce que c'est un point crucial qui revient. En fait, c'est l'un des objectifs à atteindre. Libérer Mohamed Bazoum et qu'il revienne aux affaires. C'est une utopie. C'est un rêve. Il s'agit de quoi? En réalité, Linda... Vous pensez que ce soit possible? Rien n'est impossible en politique. Ok, d'accord. Rien n'est impossible en politique. Et comme on le dit, un proverbe africain dit que l'ennemi ne dort jamais. Donc quand vous dormez, vos ennemis ou votre ennemi vivent. Et dans le cas d'espèce ennemis, c'est la France. Rappelez-vous bien, comme a dit tout à l'heure le docteur Souci, selon les lois de l'AES, pardon, de la CEDEAO, quand vous leur écrivez, vous dites que vous n'en faites plus partie, il y a un délai. Ils ont respecté le délai. Même après cela, les autres responsables ouest-africains n'ont pas voulu que l'État de l'AES sorte. Mais maintenant, ils ont donné leur OK qu'ils sortent en principe, je crois que c'est à la fin de ce mois. Mais ils sont quand même derrière pour toujours essayer de faire. Puis ça, en fait, comme quelqu'un a dit, quel que soit ce qui se passe, la France ne va pas enfermer, elle ne va pas rester tranquille. Hein. Parce que c'est la survie de la France. L'uranium du Niger. C'est ça qui permettait à la France non seulement d'alimenter ses centrales nucléaires pour alimenter la France en énergie, mais aussi et surtout de vendre l'uranium, parce que la France en est exportatrice de l'uranium du Niger. Et la situation est un peu plus pressante actuellement parce qu'une autre source d'énergie qui est la plus importante, à savoir du gaz naturel qui venait de la Fédération de Russie du fait des sanctions, est extrêmement amoindrie. La France a besoin de stabilité. Et maintenant, quand vous parlez du Bénin, le président du Burkina Faso, le capitaine Traoré, avait bien dit il y a des éléments qui ont conçu des camps militaires au Bénin. Non loin de la frontière du Burkina, ils ont conçu une piste. Cette piste, vu la longueur de la piste, je crois que c'est un peu plus de 2000 mètres en 2 km. Ce sont des pistes qui sont capables d'accueillir des avions A380. A380, c'est des avions de gros porteurs militaires européens. Ne croyez pas que la France a investi tout cela. Puisque quand il y a cette sortie du Burkina, le Bénin a dit que non, il y a juste des gars, il y a juste des éléments français là-bas qui forment les troupes béninoises à l'antitourisme. Alors qu'en réalité, la France forme des gens là-bas qui vont attaquer les États de l'AES. Donc ne pensons pas que la France va investir beaucoup d'argent, construire des pistes, des bases militaires, des camps entraînés pour croiser les bras. Donc tôt ou tard, ils vont vouloir faire partie des dirigeants de l'AES. Ouais. Or, comme vous avez posé la question directement pour le président Bazoum, ou l'ex-président Bazoum, c'est parce que le président Bazoum était l'un de la pion qui défendait les intérêts. Pour cela, vous avez pu regarder de manière abasourdissante les accords, par exemple, que le ministre de Bazoum, le ministre de la Défense, avait signé avec les Américains pour la présence des troupes américaines à l'aéroport de Niamey. Ouais.
l'ensemble des charges liées à la présence américaine étaient supportées par le Niger. C'est le Niger qui paye, les Américains qui sont là. L'ensemble des charges de la SEGNA utilisées par les armées américaines, c'est l'État Niger qui va payer cela. Tout Américain qui débarque au Niger, même avec sa carte d'identité, même avec son permis de conduire, il peut voyager pour aller au Niger, faire tout ce qu'il veut. Et si les Américains tuaient des Nigériens par un accident, quoi que ce soit, le Niger n'est pas apte à les juger, on peut les juger aux États-Unis, etc., 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 etc. Et l'ensemble des installations aéroportuaires mises à la disposition des Américains, c'était gratuit. Quand vous voyez un ministre de la Défense signe ce type d'accord, vous pensez qu'il peut le signer sans l'aval du président de la République? Jamais. Et si vous avez un président de la République qui donne son accord pour ce type d'accord issu de la tautologie, ça veut dire qu'il défend les intérêts du colon. C'est pourquoi aujourd'hui il veut à tout prix que l'ex-président Bazoum revienne au pouvoir. Maintenant, parlons du Nigeria. Le Nigeria joue un rôle fou. Mais pour ceux qui connaissent, vous savez, le président Tinubu travaille à la CIA depuis des années. Ça fait longtemps qu'il est aux États-Unis, il a beaucoup vécu aux États-Unis et il travaille à la CIA depuis des années. Or, dans beaucoup de cas sur le continent africain, les opérations en fait faites par la France, c'était des opérations en réalité qui étaient faites au profit des Occidentaux en général et des États-Unis en particulier. Jusque dans certains cas, quand les Américains se rendent compte que les Français ne sont pas en train de bien faire le job, excusez l'expression, ils sont en train de mettre eux-mêmes les mains à la pâte. Parce que vous avez vu dans la sortie de ce chroniqueur, il dit clairement qu'ils sont même prêts à faire exposer le pipeline. Alors ce pipeline qui permet au Niger d'avoir des taux de croissance économique extrêmement considérables, qui permet, vous savez, que ce soit le Niger, le Burkina ou au Mali, le coût du super là-bas ou du diesel est pas moins cher qu'au Cameroun par exemple, alors que nous sommes pays exportateurs, etc., etc. Donc pour dire que quand le colon voit ça, le colon n'est pas content. Mais maintenant, moi je pense que les dirigeants en sont conscients. Et c'est très important à la fin du propos de ce chroniqueur, comme il a dit, de mettre la population à contribution. Car vous savez, quand il donne le numéro de téléphone, que ce soit des forces armées nationales du Niger, que ce soit de la police ou de la gendarmerie, c'est parce qu'en réalité, dans la plupart des nations où ils sont sortis, c'est quand il y a une certaine union, une certaine symbiose armée-nation. C'est-à-dire, si vous voyez quelque chose de suspect, si vous voyez quelque chose qui attire l'attention, n'hésitez pas à informer les autorités. Moi, je pense que s'il continue de travailler ici, il va avoir des informations. Vous l'avez bien dit. Vraiment, le chroniqueur donne des précisions. On donne l'impression qu'il était lui-même à l'avenir. Il donne les noms. Voilà. Qui a présidé telle affaire, telle. Vous avez anticipé sur la question comment est-ce qu'il a été mis au courant, point par point, de tout ce qui se trame. Exact. Les véhicules, la marque du véhicule, la couleur du véhicule, le nombre de véhicules, etc., etc. Donc ça montre aussi que le Niger a un service qui fait un travail formidable. Mais au-delà de ça, je pense que la Fédération de Russie... il y a pour quelque chose. Je pense. Vous savez, les fédérations ils ont beaucoup de satellites militaires. Et si vous concentrez un satellite, même sur cette zone-là, vous avez les informations de base que vous envoyez, on analyse, on parvient à avoir des conclusions. Alors, avec vous, professeur Essomba, est-ce que vous êtes là? Docteur Essomba. Je vous suis. Alors, sur cette question... Je vous suis. Oui, d'accord. Sur cette question, opération Chibok, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce retour, comment j'appelle ça, une tentative du retour Chibok échoué? Qu'est-ce qui peut justifier cela? Pourquoi maintenant? Non, en réalité... je salue d'abord au passage le docteur Moudjou, avec qui j'ai beaucoup de plaisir de partager le plateau pour la toute première fois. Bon, en ce qui concerne votre question, je voudrais tout simplement dire que cette information montre à suffisance que le renseignement nigérien est à la pointe de la dimension de la menace. Et nous savons tout de même que la Fédération de Russie fait un grand travail pour un maillage justement sécuritaire de cette zone-là. Et comme on a coutume de le dire, la France ne peut jamais changer sa manière de fonctionner. Au lendemain des indépendances, elle a mis en place un certain nombre de modalités à la fois économiques, politiques, socio-culturelles pour asseoir son hégémonie. Et nous voyons qu'avec le démantèlement justement des différentes bases militaires françaises,
la France ne peut que jouer dans l'ombre à travers le financement et l'organisation justement de la rébellion, des différentes rébellions pour pouvoir déstabiliser l'État de l'AES aujourd'hui. Bon, la chance que le Niger a actuellement, c'est que il y a un apport venant de la part de ces justement choix géostratégiques, en l'occurrence la Fédération de la Russie, qui est en train de démasquer toutes les stratagèmes justement de la France. Et ça ne peut plus donner, aujourd'hui. Nous voyons bel et bien que le complot a été démantelé. Ouais. Et il faut tout simplement que les pays africains puissent justement mutualiser les efforts pour pouvoir venir à bout de la menace venant justement de ces États impérialistes. Aucun État ne peut s'en sortir seul. Il faut la conjugaison des efforts, il faut une certaine capitalisation des acquis, mais aussi essayer d'adapter les forces de défense aux nouvelles menaces à travers justement la revue même de certains modules de formation et dans nos académies militaires aussi tisser un partenariat vraiment qui est fiable pour pouvoir s'y adapter. Donc c'est un coup dur pour des impérialistes qui ne s'y attendaient pas qu'avec tous ces détails, moi j'ai suivi de fond en comble ce communiqué qui montre de bout en bout les stratagèmes, l'identification des véhicules, et vous voyez à quel point le Niger a un renseignement percutant qui a surpris même les gens qui sont à la solde de ces mouvements terroristes. Donc je ne peux que saluer à ma juste valeur et amener, interpeller les autres dirigeants africains qui jouent encore à ce jeu, parce que nous avons beaucoup de colons sur le plan local qui pensent que la traîtrise aussi peut encore fonctionner. Non, le mode d'invitation, il faudrait vraiment s'y adapter et encourager les pays de l'AES qui sont en quelque sorte un embryon du panafricanisme, tous les vœux qui ont été formulés par nos pères fondateurs, à ce que l'Afrique puisse se libérer. Et l'Afrique ne peut que se libérer et s'affirmer si et seulement si elle est unie. Merci beaucoup à vous, Monsieur Pierre-Cédric Essomba. Alors là, c'est le dernier tour de table. Je vais commencer avec vous, hein, Simone D. Je vais être quand même cru. Parce qu'avec tout ce qui se passe, j'ai envie de dire, à quand une opération Koulouna? Dans ces pays, fait des traîtres, dans certains gouvernements, fait des traîtres. Pourquoi ne pas les soumettre à la peine de mort, comme Koulouna? Je pense que parce qu'à force de parler, nous parlons, on essaye de faire de la diplomatie, des négociations, mais à peine on parle le matin, à midi, quelqu'un d'autre vient encore s'aimer le trouble. Alors, est-ce que vous êtes pour la sanction la plus dure, Simone D? Peut-être ça pourra aider, ça pourra peut-être freiner ces mauvais oiseaux au sein des gouvernements africains. C'est que je voulais dire, il y a un proverbe africain qui dit, quand tu es à côté du lion, tu attrapes la chèvre pour nourrir le lion. Le jour où il n'y a plus de chèvre, le lion se rappelle que toi, tu es une chèvre. Je reprends, si les Africains n'ont pas compris. Tu es à côté du lion. Ouais. Tu attrapes les chèvres pour nourrir le lion. Le jour où il n'y a plus de chèvre, le lion se rappelle que toi, tu es une chèvre. Et ne te loupe pas. Donc il faudrait savoir que tous ces gens qui jouent à ce jeu-là, ils devraient rouvrir leur mémoire pour voir ce qui se passait avec les anciens chefs d'État qui ont servi la France. Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? C'est la question qu'il faut se poser. Les condamnés, les fusillés, je vous assure que ça n'a aucun rapport. Aujourd'hui, l'Afrique est tellement bien organisée parce que le peuple, quand le peuple est associé à la sécurité, avec la présence d'un pays qu'on appelle la Russie, qui a des drones de renseignement sur le terrain, à tous les niveaux, dans les frontières, il n'y a rien à faire. Les gens seront chaque jour livrés à la justice et ils ne vont pas s'en sortir. Et il ne serait pas surpris que demain, comme vous le pensez, qu'on les condamne à mort. Ouais. Et moi, je suis entièrement d'accord, parce qu'il n'y a pas de raison que on tue vos frères noirs. Vous mettez du côté des assassins pour livrer vos frères. Ça n'a même pas de sens. Et je voudrais encore vous rappeler une chose, Madame Dédi. Il faudrait savoir que c'est l'histoire du franc CFA qui donne plein de pouvoir à la France. Quand vous apprenez qu'ils ont pris 3 milliards pour aller livrer au Boko Haram, si c'était le dollar, si c'était l'euro, ça allait être hyper compliqué pour eux. Ouais. Mais comme c'est le franc CFA, à Chamali, on vous coupe les papiers, on met la peinture dessus, on balance 3 milliards, ça ne pose aucun problème. Je dis encore, si la France devrait sortir le dollar ou bien l'euro pour aller donner à ces gens-là,
non seulement sur le terrain, ça allait être compliqué, parce que déjà pour changer 7 €, on vous demande la provenance. Maintenant, comme c'est le franc CFA, ça vous la voie à tous les abus. Plus avec le franc CFA, on peut aller au Niger, prendre le Naira, venir sur le terrain, corrompre tout le monde et les transformer en des opposants contre les gens du pays. Mais cependant, c'est que moi je dis encore une fois, vous ne verrez pas une mouche se poser sur une marmite bouillante. Parce qu'actuellement, il y a des pays qui sont comme des marmites bouillantes. Que les Français se rendent à savoir que s'ils se posent dans ces pays-là, ils vont se rendre compte qu'ils ont craché en l'air. Et le chat et le chien ne dansent jamais sur la cour du lion. Il y a des pays qui aujourd'hui sont comme la cour du lion. La petite France, qui pour moi sont des chats et des souris, ils ne pourront jamais dans cette cour. La récréation est terminée. Qu'on ne le veut pas. Demain, là, ça ne peut plus être pareil. Parce que les Africains sont en train de prendre conscience des enjeux stratégiques qu'on leur a imposés depuis la nuit des temps. On a assassiné des gens, on a pris nos ressources, mais tout le monde est fatigué. Si quelqu'un vient vous dire aujourd'hui qu'il va accepter cette chose, ce n'est pas possible. Alors, comme moi j'ai souvent coutume de dire que l'Afrique d'hier, c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Tout à fait. La jeunesse africaine d'hier, ce n'est pas la jeunesse africaine, les panafricanistes d'aujourd'hui. Donc, je vous propose de marquer un petit arrêt publicitaire, un peu de beauté dans cette émission. Et juste derrière, je vais venir refermer le menu. Nous avons parcouru le monde à la recherche d'une huile qui nous correspond. Une huile capable de circuler rapidement dans nos entrailles, à notre réveil et nous lubrifier tout au long de la journée. Une huile moins fluide, moins visqueuse, le juste parfait, qui diminue le frottement, assure l'étanchéité, réduit la température du moteur, évite toute corrosion en assurant la propriété du moteur. Et nous l'avons enfin trouvé, Gold Oil. Gold Oil, conditionné en 20 litres, disponible aussi en 250 litres, 5 litres et 1 litre. Gold Oil, votre solution idéale. Pour tous vos besoins en lotissement, vente et achat de terrain en Afrique, le groupe Objectiva a la solution. Spécialiste des activités foncières, nous vous proposons les meilleurs conseils pour assurer vos investissements fonciers immobiliers en Afrique. Contact plus 237 690 86 37 98. Plus 237 675 89 97 38. Groupe Objectiva, votre acquisition et sécurisation foncière, c'est notre affaire. Hello everyone, welcome to Jet Future of Cameroon. Follow me for more. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie. Une pause plutôt colorée, merci à toute l'équipe technique. Alors de retour sur le plateau, pour vous qui nous rejoignez à l'instant, le programme c'est l'échiquier mondial, à suivre tous les samedis une fois qu'il est 17h, heure d'Afrique centrale. Et qu'est-ce que je vais dire encore? Nous terminons généralement autour de 18h et une cinquantaine de minutes. Avec vous, docteur Dalvaris Ngoudjou, je vais vous poser la question et la reformuler autrement, parce que moi j'aime frapper véritablement dur. De plus en plus, nous avons des tops qui sont reconnus. C'est-à-dire, nous savons que là, c'est elle qui a fait ci. Mais on préfère, parfois il y a des espions qu'on garde, soi-disant que c'est pour les enquêtes. Quelles enquêtes? Les enquêtes qui mettent du temps. Des enquêtes qui mettent... Jusqu'aujourd'hui, M. Bazoum, par exemple, est toujours, comment je vais dire, à résidence surveillée avec sa famille et tout. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'écrouer dans une prison? C'est un prisonnier, en fait. C'est un assassin. Peut-être pas, il n'a pas poignardé, mais ce qu'il a fait est pire que poignarder des Nigériens, poignarder des Africains, se mettre au service de la France. Je ne pense pas qu'il existe pire crime que cela. Oui, on l'a dit. Premièrement, bon, Bazoum, pour son cas, c'était l'ancien président. Le traitement ne peut pas être identique que les autres. Il y a un minimum d'égards. Mais pourquoi, docteur? Pourquoi? Non, c'est ça. Il a tué. Il y a des us, il y a des us. Ouais.
On ne peut pas... C'est la même raison. Vous avez vu que, par exemple, au Gabon, l'épouse de l'ancien président et son fils, ils sont en prison. Mais le monsieur, on le laisse quand même en résidence surveillée. Ouais. Il y a des petits égards quand même pour un ancien chef d'État. Maintenant, par contre, pour d'autres personnes qui sont révélées être ce qu'on appelle des traîtres, le traitement est différent. Vous savez, dans beaucoup de cas, pour les gens qui sont outillés dans ce type de service, on ne tue pas forcément le traître. Le traître est parfois plus utile vivant que mort. Premièrement, il donne des informations. Deuxièmement, on peut tout retourner le traître. C'est ça qui fait les agents doubles. Il travaillait pour X, ça se fait, hein? Ouais. Il travaillait pour X, il était chargé d'espionner, quelle est la position du palais, quelle est la position du président. Alors, dès qu'on a découvert, on fait un marché avec lui. Bon, on va te donner le triple de ce qu'ils ont dit. Maintenant, voici ce que tu vas leur dire. Puis si le président, si le palais peut-être, je sais pas où, est à campus UEG, on dit que non, dis-leur que le palais est à l'Obessou. Si le président mange à 16h, dis-leur que le président mange à 18h. Ça fait une déstabilisation. Et maintenant, tu prends le programme. D'accord. Tu prends le programme de ce qu'ils disent. Puisque en réalité, quand tu prends le programme de ce qu'ils disent, tu redonnes ça à ceux qui t'ont retourné, c'est tes agents traitants. Ça fait qu'on t'a retourné, tu deviens un agent d'eau. Et dans le cas d'espèce, je suis persuadé que les informations données par exemple par l'éditorial, c'est à peu près ça. Parce qu'en fait, il fallait un agent double au cœur qui assistait à la réunion. Et il peut s'avérer que c'est quelqu'un dont on a découvert l'identité et qu'on a tout tourné. En réalité, c'est comme ça dans tous les pays, dans la plupart des pays. Vraiment, c'est une erreur que de tuer les traîtres. Ils sont très utiles vivants que, comme moi, et après maintenant, au pire des cas, on les échange. Pourquoi? Parce que dans certains cas, certains de nos éléments sont aussi arrêtés d'un côté. Ouais. Maintenant, on le prend comme monnaie d'échange, on le donne pour prendre les autres. Donc, c'est très sage de les garder. Merci, docteur Goutou. Docteur Essoussé, que de docteurs hein, sur ce... Intelligentsia. Oui. Vous êtes le docteur de l'intelligence africaine, Simondé. Ça, vous ne pouvez pas refuser ça. Vous ne pouvez pas refuser ça. Acceptez ça comme ça. Nous, on dit que vous êtes le docteur. Voilà. Donc, alors, avec vous, docteur Essoussé, sur la même question, êtes-vous prêt pour une guillotine, comme à l'époque? Je vais un peu vous illustrer. Vous avez vu l'histoire. Jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais en veut au aide des camps du président Kabila Père. Voilà. Vous savez pourquoi, non? Parce que lorsque ce dernier, ce traître, était entré et il a tiré sur le président et qui s'est fait suivre, l'aide des camps qu'il a rattrapé sur la cour, a déchargé carrément tout sa calage sur lui. Et jusqu'aujourd'hui, les enquêtes, ceux qui ont été enfermés et qu'on soit condamnés, jusqu'aujourd'hui, on sait que ce ne sont pas les vrais commanditaires. Parce qu'on n'a pas le véritable commanditaire jusqu'aujourd'hui. Même comme certains, on dit que c'est le fils qui a tué le père. Oui, certains l'ont dit, c'est des indices, n'est-ce pas? Mais jusqu'aujourd'hui, sur l'affaire Kabila, vous le savez, la justice congolaise continue les enquêtes parce qu'on n'a pas le vrai commanditaire. Et toutefois que on fait des recherches dessus, ils sont dessus du fait que déjà même que cet aide de camp lui-même est dans des sérieux problèmes jusqu'aujourd'hui parce que il les a empêchés d'avoir le vrai commanditaire. Une façon de dire quoi? Il faut dire, le docteur Goutou l'a dit tout à l'heure, il a parlé des us et coutumes. Ça, il faut le dire, il y a des us et coutumes en la matière qui voudraient à ce qu'un chef d'État, il a été le pire des chefs d'État et qu'il bénéficie. Mais je vais vous dire une chose, peut-être la prison serait bien. La résidence surveillée est souvent plus dangereuse que la prison, surtout pour les cas. Encore le cas du Gabon, vous n'avez qu'à voir aujourd'hui. Le gars, il revient, tu lui dis que pardon, libérez-moi. La résidence surveillée, pour moi je l'ai toujours dit, nous autres qui avons un peu du sang militaire à la résidence surveillée, moi j'ai vu simplement ceux du 6 et le coup d'état du 6 avril au Cameroun qui sont en résidence surveillée jusqu'à aujourd'hui. Moi j'ai vu quelqu'un aller. Mais il respire pendant qu'il y a des personnes qui sont décédées. Même en prison, on respire. Vous pensez, les prisons sont dorées pour ces gens. Vous savez très bien que beaucoup d'entre eux nous narguent même étant en prison. Mais je vais vous dire, j'ai vu un soldat se donner la mort parce qu'il était en résidence pour les histoires du 6 avril, le coup d'état manqué. Parce que c'est carrément, vous n'avez pas de vie propre. En prison encore, c'est que vous êtes en prison. Voilà. C'est chez vous. Donc, il y a déjà ça. Maintenant, dans ces coutumes, il faut dire une chose. Le renseignement est important et on ne saurait réserver à ce dernier une posture qui ne permet pas à ce que on ait un certain nombre d'éléments. Donc, vous savez, de temps en temps,
il faudrait bien qu'il s'exprime. De temps en temps, il faudrait même monter des gens qui vont à ses côtés et recueillir quelques informations et qu'on sort. Oui, des agents doubles, les indiques, ce qu'on appelle souvent des indiques. C'est souvent des personnes dont vous ne pensez même pas. Et c'est à partir des éléments pareils que vous avez donc une frappe chirurgicale comme ce que notre confrère, notre ami, le journaliste l'a fait tout à l'heure. Parce que avoir ces renseignements, je vous rassure que même un drone de renseignement ne peut pas vous donner de telles informations. Donc vous comprenez que pour avoir des pareils renseignements, il vous a donné jusqu'à les heures, jusqu'à les ordres du jour de réunion, les décisions qui étaient prises. Il dit, il ne doute pas, il ne conjugue pas à un temps, il se pourrait. Il vous donne des choses avec précision et exactitude. C'est apprendre ou à laisser. Ça veut donc dire qu'à ce moment-là, ceux même de l'autre côté, présentement, après sa sortie, ont peur. Ils se posent des questions. Qui parmi nous joue le jeu double? Et l'objectif même de sa sortie, aussi sur le plan stratégique, a un rôle. C'est-à-dire que même ceux-là, pour avancer présentement dans leur sale plan, ils ont peur. Et très souvent, le plan semble s'arrêter là parce qu'on se dit qui donne même des nouvelles à ces gens-là. On commence à avoir peur, on commence à agir et puis on se dit non, prenons un peu de recul. Vous voyez que le fait qu'ils viennent agir, le Ramadan c'est bientôt. Non, le fait qu'ils viennent, et c'est des informations qu'ils ont depuis. C'est pas une information d'aujourd'hui. Mais le fait qu'ils viennent mettre l'information à cette période dehors, c'est pour permettre à ceux-là de prendre aussi du recul et peut-être la date qu'ils avaient prévue, ils ne plus réagir à cette date-là. Donc tout est important et il faut dire qu'en matière politique, la politique n'est pas souvent comme nous réfléchissons et c'est où il y a souvent du mal avec certaines personnes. Le jeu politique, très souvent, ce que l'extérieur perçoit n'est que peut-être 10% de ce qu'on veut qu'il perçoive. L'intérieur, il y a des enjeux dont vous ne pouvez jamais imaginer. Il y a des conventions terribles. Très souvent même, ce que vous avez là, c'est juste pour vous distraire. Donc, à l'intérieur, surtout qu'il s'agit des chefs d'État, ici, il s'agit des affaires de la nation et autres. Laissez-moi vous dire, même quand il y a une sortie comme celle-ci, les vraies informations ne sont pas mises à notre disposition. Parfois, c'est des informations de dissuasion ou de diversion. C'est-à-dire que pas que l'information n'est pas vraie, elle est vraie, mais on ne donne même pas le noyau. Vous voyez que là, les noms ne sont pas cités. On garde les noms, peut-être parfois parce que ceux-mêmes qui portent des pareils projets sont même proches quelquefois autour du président. D'accord. Donc, il faut savoir toute proportion garder, comment manipuler ce type d'informations si on veut atteindre des objectifs. Alors, Simon D, vous êtes le patriarche, peut-être à conclure cette émission avec une de vos sagesses. Disons, quand votre propre chien commence à aboyer contre vous, c'est qu'il y a une main étrangère qui la nourrit. Je reprends. Quand votre propre chien commence à aboyer contre vous, c'est qu'il y a une main étrangère qui la nourrit. Donc, sachant que actuellement, avec ce qui se passe en Afrique, si on ne fait pas attention, la France va user de tous les moyens pour faire en sorte que les gens se retournent contre les États qui sont en train de lutter pour la stabiliser de l'Afrique. Et ça, c'est important que le peuple s'approprie cette lutte et fait de cette lutte leur affaire, parce que c'est leur affaire personnelle. Parce que notre avenir dépend de la manière dont on va défendre l'État africain. Pas un seul État, mais tout l'État africain. Parce que les traites qu'on a cités, que ce soit les Tinubu, que ce soit le monsieur qui est en prison, que ce soit le type du Talon. Fort Yacine. Non, Fort Yacine, c'est autre chose. Il y a beaucoup de doutes. Mais cependant, il faut que ces gens-là sachent que, comme j'ai dit tantôt, quand tu es à côté du lion, tu attends la chèvre pour nourrir le lion. Le jour où il n'y a pas de chèvre, on se rappelle que toi tu es une chèvre. Allez, merci. Merci à vous, monsieur Simon D. Tout ce que nous souhaitons, c'est que l'Afrique arrête d'être ce pion-là qui évolue dans un éternel recommencement. Parce que ça fait quand même longtemps que le combat dure et on a l'impression que nous prenons les mêmes erreurs et nous recommençons. C'est le temps que nous perdons. Merci, docteur Dalvaris. Merci à vous, docteur Issoussé, professeur Pierre-Cédric Essomba. Merci pour votre disponibilité et merci à vous, Simon D. Nous vous donnons donc rendez-vous sur les programmes et les antennes de Panafrican Média Télévision. Ne manquez pas la quotidienne dès lundi, ne manquez pas Presse Géopolitique jeudi et puis nous on va se retrouver samedi prochain pour une autre édition de, bien sûr, l'échiquier mondial.
Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.